autonome d'Abidjan une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, nouveau numéro de NCI 360, votre magazine qui décrypte, analyse et passe en revue l'actualité de la semaine. Actualité marquée par la remise cette semaine du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro dans la capitale politique ivoirienne. Ce prix, vous le savez, porté par l'UNESCO, a été remis à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Plusieurs hôtes de marque de la sous-région ouest-africaine ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire et les ex-chefs d'État ivoiriens Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié ont pris part à l'événement. Était-ce l'événement dans l'événement? Décryptage à suivre. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons la situation du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Ces trois pays voisins vont-ils franchir le pas d'un État fédéral? La question mérite d'être posée vu la récente déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des trois pays sous transition militaire réunis à Ouagadougou. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau pour en parler ce soir, Dr Bangali Gédéon Ngoran. Il est historien des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Jean-Laurent Guédé de Daloa. Jean-Laurent Guédé de Daloa. Tout à fait. Exactement, d'accord. Très bien. On ne va pas vous affecter ici à Abidjan, on va vous laisser à Daloa. Docteur Bangali Gédéon Ngoran. Maître Meïté Youssouf, lui, il est bien avocat au barreau de Paris. Nous avons Dr Boga Sako-Gervais, enseignant-chercheur, président de la FIDOP. Vous enseignez à Jean-Laurent Guédé à Boaké. À l'université Alassane Ouattara de Boaké. Tout à fait. Très bien. Exactement. Docteur Arthur Banga, lui, il est historien, analyste politique, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Dans la plus grande université, la plus prestigieuse, l'université Félix Houphouët-Boigny. Cher Arthur Banga, vous commencez très vite avec les allusions tendancieuses. Landry Couillot, juriste, analyste politique et enseignant formateur à l'ENA. Enfin, Cabri Yamba, un de nos confrères journalistes indépendants, correspondants de presse. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salut. Bonsoir. En 2015, vous le savez, messieurs, l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Le choix d'Angela Merkel de ne pas fermer les frontières de son pays lors de la crise des réfugiés lui a valu de recevoir cette semaine le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. C'était à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, que l'ancienne chancelière allemande a réceptionné son prix en présence de plusieurs personnalités, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Je vous propose de voir ce compte-rendu de nos envoyés spéciaux Pierre-Di Pomela et Fulgence Kissiedou, et on en parle juste après. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. De hautes personnalités, dont des chefs d'État africains, assistent à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La lauréate Angela Merkel a fait l'unanimité du jury pour sa décision courageuse d'offrir gîte et couvert à plus d'1 million de migrants fuyant la guerre et la misère en Syrie et en Afghanistan. La lauréate a exprimé sa reconnaissance aux Allemands qui ont ouvert leurs bras aux réfugiés. Aujourd'hui encore, dans mon pays, nombre de personnes apportent leur soutien aux réfugiés et aux migrants afin de leur venir en aide au quotidien, mais aussi de leur offrir des perspectives d'avenir. Je souhaite leur adresser tous mes remerciements et je pense que c'est dans ce sens également que ce prix m'est décerné aujourd'hui. Un humanisme cher au premier président de la Côte d'Ivoire, dont le prix porte le nom. Pour le président Houphouët-Boigny, la paix devait reposer, pour reprendre ses termes, sur le dialogue permanent, sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, le respect des libertés, l'égalité entre tous. Et c'est précisément cette vision de la paix, comme respect de la dignité humaine, comme une éthique universaliste de l'engagement, que nous célébrons aujourd'hui à travers notre lauréate pour l'édition 2022. En décernant ce prix 2022, le jury a voulu distinguer la décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus d'1 million de réfugiés. Quand au même moment, tant de voix appelaient à clôturer l'Europe. Henri Konan Bédié, lui, en tant que gardien et protecteur du prix, a salué le choix du jury et les qualités de la lauréate. Comme les héros d'hier, vous avez pris sur vous de prendre une urgente et importante décision, celle de venir en soutien à des hommes et à des femmes en détresse. Dans ce sens, vous êtes une digne héritière de Félix Houphouët-Boigny. La remise de ce prix
coïncide avec le 30e anniversaire de la disparition de Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara, qui a été son unique Premier ministre, a mobilisé toutes les forces politiques du pays autour de ce prix, symbole d'une paix retrouvée. Pour le président Alassane Ouattara, Angela Merkel a donné une leçon à l'humanité tout entière. En créant ainsi un cadre qui a permis à l'Allemagne d'accueillir des migrants en détresse, vous avez donné une grande leçon d'humanisme à un monde de plus en plus en proie au repli identitaire. Vous avez notamment rappelé à tous les dirigeants du monde leur devoir de solidarité. Le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2022 a également décerné une mention d'honneur à Julienne Lusange pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans le Nord Kivu. En décidant d'ouvrir les frontières de son pays dans un contexte où toute l'Europe ne voulait pas voir ses réfugiés, Angela Merkel mérite à l'unanimité ce prix, monsieur. Vous êtes d'accord ou pas, Arthur Banga? Moi, j'aurais sans doute voté pour elle, peut-être dans l'hésitation avec Mme Lissandier, mais... Dans l'hésitation avec qui? Avec Mme Julienne Lusange, qui a eu le prix du membre d'honneur. Mais je ne sais pas qui ont été les autres nominés. Néanmoins, il faut quand même rappeler, le contexte est important. Angela Merkel, en 2015, est dans une situation où l'Europe se ferme. Et l'Europe se ferme en même temps que les extrêmes montent. D'ailleurs, elle prend une décision courageuse parce que, pour la première fois, sa popularité prend un coup après cette décision d'accueillir des réfugiés. Donc, quand on le remet dans le contexte, et d'ailleurs, les conséquences, comme on a dit sur sa popularité, et même les conséquences électorales, parce que les élections qui ont suivi après, l'extrême droite a gagné des régions, est montée en puissance. C'est-à-dire qu'elle a pris une décision courageuse, au-delà d'un calcul politique court-termiste, pour jouer la place de l'Allemagne dans le monde et pour accepter les réfugiés. Et accueillir les réfugiés, ce n'est pas qu'un simple accueil, c'est toute la politique d'intégration qui s'est ajoutée ensuite. Donc je pense que ça fait qu'elle mérite, pour moi, amplement ce prix. Encore qu'au-delà de cette action, globalement, surtout dans un monde où on parle beaucoup de féminisation, surtout pour les jeunes filles et toutes les femmes qui sont engagées en politique en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est quand même un exemple de réussite. Et l'un dans l'autre, pour moi, font que j'aurais voté sans doute pour elle. Très bien. Docteur Boga Sako. Merci déjà de l'invitation. Moi, je me réjouis de cette victoire attribuée à cette dame, parce que d'abord moi-même, j'ai été réfugié et on a beaucoup manifesté à Hambourg, en Allemagne, toujours sur la même situation. Je me rappelle que dans la même période, il y a eu un grand mouvement en Allemagne précisément pour donner une leçon quelque part aux extrémistes de droite, notamment en Italie, puisque j'étais basé en Italie, où à Lampedusa et en Sicile, les compatriotes d'Afrique subsaharienne descendaient là-bas à flot. Et vous savez que le pape François, sa première sortie, c'était à la Lampedusa, justement. Donc je pense que la victoire, en tout cas, décerner le prix à Angela Merkel, c'est envoyer aussi un message à toute l'Europe qui a voulu se fermer à un moment donné, abandonnant des êtres humains. Et on continue de voir ce qui se passe sur la mer, où des familles entières, des enfants sont abandonnés. Je crois que les gens, parfois, n'ont pas de cœur. Et donc, Angela Merkel a été au-dessus du lot. Et je suis très heureux et très fier qu'elle ait obtenu ce prix-là. Je crois que le message est passé. Mais au-delà d'elle, quelque part aussi, le fait qu'on célèbre ce prix-là en Côte d'Ivoire, on a ressuscité Houphouët-Boigny. Et en tant qu'universitaire, j'ai essayé de pousser la réflexion en essayant de comparer même le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO contre celui du prix Nobel. Parce qu'on a des amis en Allemagne, à Berlin, qui m'envoyaient des messages en voulant quelque part minimiser le prix Houphouët-Boigny à côté du prix Nobel. Et donc j'ai été carrément leur faire des recherches pour leur dire « M. Alfred Nobel n'est pas un exemple. C'était un grand industriel suédois qui a fait fortune dans la vente, la fabrication des armes. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que son frère décède et la presse dit « Ah, le marchand de la mort est décédé ». Donc quand il a vu cela, il a été choqué et il a mis toute sa fortune à la disposition du monde en créant le prix Nobel de la paix. Donc moi je veux dire, on ne peut pas comparer cet homme-là à Houphouët-Boigny qui, durant toute sa vie, a œuvré pour la paix. Et donc cette cérémonie a ressuscité quelque part Houphouët-Boigny et place la Côte d'Ivoire au diapason, au firmament de la paix.
Très bien, réhabilité évidemment au Houphouët-Boigny, on en parle, hein, messieurs. On va poursuivre déjà vos avis sur le choix d'Angela Merkel, docteur Le choix d'Angela Bangali. Merkel, bon, si on s'en tient au test de la Fondation qui dispose que ils font un appel à candidature et sur la base d'un certain nombre de critères qui sont clairement signifiés, soit des États ou encore des organisations qui œuvrent dans le domaine de la recherche de la paix font des propositions de noms. On n'a pas de façon claire la liste exhaustive de tous ceux qui ont été proposés, mais si on part du principe qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, elle représente quand même une figure non seulement mondiale, mais au-delà de cela, ce sont les conditions dans lesquelles elle a eu à apporter cette contribution humaniste dans un contexte de désastre qui a été déjà suffisamment assez décrit pour ne pas revenir sur ces mots-là. Mais je pense que c'est un bon choix parce qu'au-delà même de sa personne, c'est le fait que le choix soit porté sur elle, que ce soit déplacé en Côte d'Ivoire, ça contribue aujourd'hui à rehausser je dirais, le rayonnement mondial de ce prix-là. Avant de venir sur ce plateau, je me suis risqué à faire, je dirais, une sorte de revue de presse internationale. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on parle de cette cérémonie en Indonésie, en Chine, au Japon, pratiquement toute la presse mondiale relaie l'information de cet événement qui, du coup, a permis pour non seulement le prix, mais pour la figure historique que représente Houphouët-Boigny, d'avoir une certaine visibilité au-delà de notre microcosme habituel qu'est la francophonie ou encore sur le continent africain. Donc de ce point de vue-là, ça a été une victoire et un bon choix. Très bien. Oui, Landry Couillon. Merci bien Ali pour la parole. Nous avons la chance d'avoir été témoins oculaires de la réhabilitation de ce prix. C'est vrai que le dernier lauréat, en date, le Premier ministre éthiopien, recevait le prix en 2019. En raison de la crise de Covid-19, n'est-ce pas, nous avons eu 2 années qui se sont écoulées sans que ce prix-là n'ait été décerné. Sauf que lorsque l'on regarde la chronologie, il y a eu bien des années où on a manqué d'être rigoureux dans la périodicité, puisque normalement, selon les textes originels, le prix est décerné année après année. Mais ce qui est important de souligner, c'est que si l'on se félicite aujourd'hui du rayonnement redonné à ce prix, et ce à juste titre, c'est parce que de l'autre côté, il y a eu un État de Côte d'Ivoire qui est garant de ce rayonnement-là et qui s'est investi humainement par la personne du président de la République, mais aussi financièrement, puisqu'il fallait récapitaliser, n'est-ce pas, ce prix à hauteur de 6 milliards de dollars, pardon. Donc ça, c'est important de le souligner parce que c'est un prix qui se nourrit, qui à la base a été porté par un capital initial donné par le président Félix Houphouët-Boigny et qui devait pouvoir générer des intérêts. Et c'est à partir de ces intérêts-là que l'on finance le prix. Et lorsqu'on a des difficultés financières, on se donne la capacité au niveau de l'État de Côte d'Ivoire de faire ce qui a lieu d'être fait. Autre chose, c'est que le choix de Merkel est un choix stratégiquement important dans le sens où elle est la femme d'État la plus respectée de ce monde, actuellement parlant. Elle a réussi 16 années de gouvernance d'une Allemagne qui a triomphé au niveau économique et elle termine bien sûr sa carrière politique en présentant un visage humaniste de cette Allemagne dont la tradition en matière de politique migratoire est très stricte. Merkel n'a pas de son chef ou elle n'a pas imposé l'ouverture des frontières. Elle a eu plutôt un discours politique qui s'est construit sur une démarche pédagogique, dans le choix des mots, dans un discours policé. Vous savez, en langue allemande, ils n'ont pas utilisé le terme migrant, mais plutôt le terme réfugié, dans le sens où il fallait porter au regard du citoyen allemand que ceux qui tentaient de rentrer sur le territoire allemand étaient des personnes humaines en difficulté qui nécessitaient la protection d'un État puissant, un État fort comme celui de l'Allemagne. Donc elle a réussi cette démarche-là et c'est important à ce sens où tout homme politique aujourd'hui en responsabilité devrait comprendre que l'action politique doit nécessairement se construire sur une démarche pédagogique et un discours qui est intelligible au point de vue des populations. Très bien. Maître Maïté. À mon avis, le prix décerné à Angela Merkel fait un retour déjà pour saluer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, parce que c'est lui qui est l'initiateur de ce prix-là, qui a été créé depuis 30 ans. Et c'est la première fois que ce prix soit attribué en Côte d'Ivoire. La deuxième fois, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment important. Et en même temps, le choix de Mme Merkel n'est pas surprenant. Parce que je rappelle qu'en 2015, elle a été désignée comme personnalité de l'année par votre confrère du Time Magazine.
Et elle a eu plusieurs prix dans ce sens-là par rapport au geste qu'elle a accompli. C'est un geste d'une grande valeur humanisme. Je ne suis pas d'accord avec Landry quand il dit que ça n'a pas été imposé. Je rappelle que dans le contexte, Angela Merkel était en guerre ouverte avec son propre ministre de l'Intérieur. Il n'était pas d'accord. Si. Qu'il n'était pas d'accord par... Avec l'ouverture des frontières. Voilà. Elle a dû peser. Voilà, elle a dû peser lourd pour pouvoir quand même s'imposer. Et après, il y a eu des attentats en Allemagne même, où des réfugiés ont agressé des femmes, des attentats à Paris, ça fait qu'elle a baissé dans les sondages. Mais elle a résisté pendant que Viktor Orban à côté fermait les frontières, mettait les barbelés, et elle a décidé d'ouvrir les frontières, 1 200 000 personnes, et elle a mis sur la table près de 10 milliards d'euros par rapport aux hébergements, par rapport à l'intégration de ces réfugiés-là. Ouais. Franchement, c'est une décision très, très importante. Et elle mérite amplement ce prix-là. Très bien. Kabré Yamba. Très mérité. Je ne vais pas remettre en cause le mérite de la personnalité. C'est un prix qui est mérité, certainement. Et surtout, moi, je fais la comparaison avec le président Félix Houphouët-Boigny. Angela Merkel accepte de faire une ouverture dans un contexte où certains pays européens n'étaient pas favorables. Houphouët l'a fait dans un autre contexte beaucoup plus humain, beaucoup plus délicat, beaucoup plus élégante. Houphouët, dans sa dynamique, a fait une ouverture de sa politique sous-régionale pour accepter tous les frères et sœurs qui viennent des régions de l'Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, mais du monde entier. Mais Angela Merkel répète cette ouverture d'une autre manière. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, mais rappelez-vous que l'incident où il y a une immigrée qui avait sollicité, qui était sur le point d'être expulsée, et a eu un dialogue avec Angela Merkel à l'époque, qui lui avait dit que ce n'était pas possible, on n'allait pas pouvoir vous retenir, on n'allait pas pouvoir vous garder. Et après, elle est revenue sur sa décision pour accepter d'intégrer cette personnalité. Et son camp l'a pratiquement traité de faible. On l'a traité de se ramollir face à la souffrance. Et ça a été un combat pour elle quand même. Donc c'est une prise de conscience qui est venue d'elle-même, qui a permis quand même d'arriver à ce stade de cette ouverture. Donc on peut la féliciter. Elle est méritée. C'est un prix qui est mérité. Docteur Boga-Sako parlait tout à l'heure de réhabilitation de Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement ce grand homme dont la paix était le mot le plus prononcé par lui, finalement n'est pas célébré à sa juste valeur? Est-ce qu'il faut attendre le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour le célébrer? Est-ce que vous pensez que les initiatives, justement, pour vulgariser cette paix qu'il a tant prônée dans tous ces textes, est impossible de lire un texte de Félix Houphouët-Boigny sans lire au moins une dizaine de fois, une centaine de fois le mot paix? Est-ce que, finalement, Houphouët-Boigny est suffisamment célébré, lui, l'apôtre de paix qu'il a été durant son vivant? Oui, docteur Bangali? Pas suffisamment, et je pense que la première faute qu'on peut reprocher à l'État ivoirien, c'est de ne pas avoir suffisamment épousé la vision de Houphouët-Boigny lorsqu'il a installé la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. En principe, dans la vision de celui qui a mis en place cette institution majestueuse par l'architecture, quand vous y entrez, oui, tout est symbole de grandeur, de gloire et tout. De prestige. Mais il y a une vision qu'il a imprimée à cette fondation à l'origine. C'était d'en faire le siège de toutes les négociations de paix qui seront rattachées aux différentes crises qui allaient naître en Afrique. Et donc, en principe, dans la pensée de Houphouët-Boigny, c'est que depuis l'inauguration jusqu'à aujourd'hui, qu'il y ait un conflit au Darfour, qu'il y ait un conflit au Mali, en principe, la fondation, à travers peut-être un négociateur permanent, devait faire la démarche de proposer aux belligérants de venir à Yamoussoukro aussi un terrain neutre. Et il y a tous les dispositifs autour de la fondation. Il y a un aéroport international, il y a un réceptif hôtelier 4 étoiles. Et tous ces dispositifs aujourd'hui, c'est vrai que la faveur de cette cérémonie a remis en lumière la fondation. Mais quand vous y allez, elle est carrément orpheline de ce genre de rencontres. Et c'est un grand monument aujourd'hui qui pratiquement... On salue au passage les efforts que fait le secrétaire général du professeur Jean-Noël Loukou pour animer la dimension de recherche scientifique de la Fondation. Mais il y a un autre aspect, c'est cet aspect de défendre
si vous voulez, la mission de la Fondation dans les crises africaines qui revient à l'État de Côte d'Ivoire parce que la Fondation est sur le budget de la présidence ivoirienne. Donc, c'est au ministère des Affaires étrangères de penser une stratégie diplomatique pour que la Fondation, lorsqu'il y a une crise, elle puisse avoir une délégation conduite par un médiateur permanent de la Fondation qui s'oriente vers les belligérants pour les attirer à Amsokro en terrain neutre. Et à ce niveau-là, je pense que l'État est un peu aux abonnés absents et c'est un vide à combler. Ça sera la meilleure des façons de multiplier ces genres d'occasions au sein de la Fondation. Et donc, de faire la promotion de la vision de Félix Houphouët-Boigny, de rapprocher ceux qui sont en conflit et en belligérance. Très bien. Alors, vous avez tous le doigt en l'air. Je vais commencer par le Dr Boga, qui avait déjà entrouvert cette porte. Allez-y. Oui. Non, mais je voulais dire que ça aurait été, j'allais dire, un faux pas de notre part, pour tous les sachants qui sont là, que de ne pas évoquer cette question centrale du président Houphouët-Boigny. Il était prévu qu'on l'aborde de toute façon. Dans notre pays. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, on n'a pas su continuer, pérenniser l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Dans nos écoles, c'est vrai que nous sommes maintenant au niveau universitaire, mais ça, c'est un homme qu'on devait enseigner. Oui, et le fait que l'UNESCO même accepte de parrainer ou alors d'endosser ce prix-là, quelque part, on l'a rendu, j'allais dire, immortel à travers la planète. Mais nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, je parie qu'il y a des élèves en Côte d'Ivoire, des universitaires même, qui, à travers cette cérémonie du mercredi dernier, ont découvert que Houphouët-Boigny avait un prix de paix reconnu à travers le monde. Ça veut dire que quelque part, on a failli. On n'enseigne pas Houphouët suffisamment. Et pourtant, je vous le dis, c'est vrai, on peut avoir le prix Nobel, là, c'est l'argent seulement. C'est l'argent, et puis dans le monde comme on est dans un monde après l'argent, il y a la notoriété. Oui, mais notoriété... Le prix a fait son chemin. C'est pour ça que je sais, bien sûr, puisque c'est quand même depuis 1901. C'est cela. Quand on le décerne, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, et ça, vraiment, j'y tiens, la valeur d'un prix, comment dirais-je, se fonde aussi sur celui qui a initié le prix. Voilà, je me dis, à un moment donné, quand on étudiait Houphouët, je me dis peut-être qu'il a inventé ce prix parce que lui-même n'a pas obtenu le prix Nobel de la paix. Mais quelque part, je le dis. Ça a compté. Oui, ça a compté, bien sûr. Très bien. Maître Meïté ? Bon, je me dis que c'est normal qu'on célèbre Félix Houphouët-Boigny, qui a été le père de la nation, qui a contribué beaucoup à la paix, par le dialogue et autres. Mais n'empêche qu'on ne peut pas quand même peindre le tableau en blanc. Peut-être que je serai seul ici à dire que lorsqu'on remue les archives de l'histoire, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées. On est d'accord. Voilà, la prison d'Assabou, les faux complots d'Houphouët-Boigny, le guébier de Saint-Louis et tout ça réuni, ça fait que l'image d'Houphouët-Boigny a été écornée. Il a essayé de se rattraper plus tard à travers des actes qu'il a posés, notamment parce qu'il n'a pas pu avoir le prix Nobel de la paix, à mon avis. C'est pourquoi il a créé ce prix-là, pour récompenser ceux qui, dans le monde, œuvrent pour la paix. Donc, c'est important de le souligner aussi. Lorsqu'on célèbre Houphouët, il ne faudrait pas aussi oublier le passé. Non, mais je ne peux pas... Oui, rapidement, allez-y. Non, je voulais dire quand même que si on évoque ce qu'il a fait de négatif, on est tous d'accord là-dessus. Mais moi qui défends les droits de l'homme, le président Houphouët, là, c'est lui qui a pris la loi, l'initiative de la loi abolissant le travail forcé en Afrique de l'Ouest. C'était sa première victoire. Et c'est sa première victoire, le 11 avril 1946. Et c'est pour ça que je me dis, mais on n'a pas suffisamment étudié cet homme. Et ça, pour moi, c'est important. C'est vrai qu'il y a tout le monde peut faire des choses, mais on met en exergue ce qu'il a fait de beau et de fort pour l'humanité. Très bien. Landry Couillon. D'abord, il faut signifier que le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, est la plus haute distinction décernée par un organisme du système des Nations Unies dans le domaine de la paix. C'est la plus haute distinction. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un prix de haute valeur. La seconde chose, c'est que ce prix, même si l'initiative, on voudrait que l'initiative vienne du président Félix Houphouët-Boigny, il a quand même été parrainé par 120 pays. 120 pays qu'il fallait bien sûr convaincre. Ce sont des personnes qui ont leur approche et qui auraient pu ne pas abonder dans le même sens. Mais c'est librement. Il faut souligner aussi que, outre le parrainage accordé par les 120 pays lors de la conférence générale de l'UNESCO, il y a qu'en 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a adoubé davantage ce prix. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ce prix, il n'est pas aussi important, il n'est pas aussi connu, il ne compte pas autant dans le quotidien des Ivoiriens? Mais tout simplement parce que la réglementation même concernant le prix dit que l'État de Côte d'Ivoire est garant du rayonnement de ce prix-là. Mais il ne faut pas oublier que pendant 20 ans,
l'État de Côte d'Ivoire n'a pas incarné la valeur, la vision du président Houphouët-Boigny. Pendant 20 ans, nous nous sommes battus. Pendant 20 ans, nous avons fait le contraire de ce qui était prôné et ce qui est prôné par ce prix-là. Donc, on ne peut pas non plus espérer que ce prix-là gagne en rayonnement lorsque nous n'avons pas été exemplaires dans la démarche. Et c'est en cela qu'il faut se féliciter que depuis quelques années, on a une Côte d'Ivoire qui recouvre la vision originelle de ce pourquoi elle s'engage dans ce monde et qu'elle le présente dans le concert des nations, c'est-à-dire un pays qui se veut être l'émanation de la paix, l'émanation d'un état d'hospitalité, un état où l'on vit de manière paisible. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, Angela Merkel peut accepter de venir en Côte d'Ivoire recevoir ce prix parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui reflète ce pourquoi ce prix a été créé. Très bien. Cabré? Je pense que c'est important. Hein. Je vais abonder dans le sens de Couillot, mais en abordant un autre aspect de la personnalité du Fouet. La personnalité du Fouet, c'est incontestable. C'est un homme de paix. Il a dit, la paix n'est pas un vin bon, c'est un comportement. Il a essayé à sa façon de l'inculquer et de faire permettre à ce qu'on puisse comprendre comment faire pour vivre en paix. Ça, c'est un acquis. Le prix qui a été initié à son initiative est un autre aspect de sa politique de paix. Mais au-delà, pour parler de paix, il faut parler aussi des effets sous-jacents de la paix. Il ne faut pas seulement se limiter au symbolisme de paix. La paix, c'est un comportement. On parle de paix, tout le monde parle de paix. Mais quelles sont les actions qui sont posées concrètement pour promouvoir la paix à travers le monde? Où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait qu'il y a des sommets qui sont faits chaque année, il y a des rencontres qui sont faites, il y a des conventions qui sont menées pour que les pays soient en paix. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? C'est très difficile. Comment je vais citer par exemple un sage, Sadhguru, qui le dit, il a participé, il a passé tout son temps à être invité à des sommets de la paix à travers le monde. Il partait, à chaque fois, il avait la possibilité de faire une communication. Mais il a constaté que c'est des fois de discussions inutiles. Mais concrètement, les actions ne sont pas menées pour que les pays soient en paix entre eux-mêmes. C'était plus de la théorie qu'autre chose. De la théorie que de la théorie. Il a même pris l'exemple d'une séance où il était là. Il a été, pendant la séance, il y a un prix Nobel de la paix qui a pris la parole. Pendant 45 minutes, parce que tout le monde, la salle était presque endormie. Et après, lui, il a compté le nombre de minutes, le nombre de pages que l'expert a feuilleté. Et puis après il a demandé aux experts, il dit, mais pourquoi pendant cette séance-là, un prix Nobel, et à la tribune, et pratiquement tout le monde était endormi. Ils ont passé la veille, ils étaient tous en soirée, en dîner et en truc. Donc, il faut qu'on ait envie de faire la paix, il faut qu'on pose des actes de paix, il faut qu'on soit conséquent vis-à-vis de nous pour que la paix puisse nous suivre. Très bien, Arthur. Bon, moi, je vais préciser deux choses. Hein. Moi, déjà, Houphouët-Boigny, honnêtement, il est trop présent dans notre vie. Hein. Dès que vous arrivez à Abidjan, vous avez l'aéroport Houphouët-Boigny, le stade Houphouët-Boigny. L'université où vous enseignez, voilà, éponyme. La plus prestigieuse de Côte d'Ivoire qui s'appelle Houphouët-Boigny. Enfin, c'est avec le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, je vais dire, un Ivoirien qui n'a pas entendu parler de Houphouët-Boigny, c'est même pas normal. Pour moi, il est même trop présent. Dans la vie politique, tout le monde se réclame de Houphouët-Boigny. Après, là, je suis d'accord avec le professeur Bogassako, c'est que peut-être il y a des aspects, notamment son engagement pour la paix sur certains trucs qui ne sont pas suffisamment enseignés. La deuxième chose que je veux dire, le prix Houphouët-Boigny, en fait, Houphouët, dans son combat pour la paix, il a voulu laisser des marques qui allaient traverser le temps, des symboles qui allaient traverser le temps, au-delà de ses discours, de son action, des débats qu'on peut avoir autour. Ils sont trois. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Bangali est bienvenu là-dessus sur sa mission. La basilique Notre-Dame de la Paix. Et l'aspect international de son combat pour la paix devait être porté par le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est pour ça qu'il recherche justement le parrainage de l'UNESCO et la performance de réussir 120 pays qui parrainent justement ce prix. Donc, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, dans la tête de Houphouët-Boigny, ça devait être le symbole international de son engagement pour la paix. Et évidemment, naturellement, c'est à la Côte d'Ivoire de porter ce symbole international. Comment on le porte? Par la magnifique cérémonie qu'on a fait déjà. Donner de l'ampleur, c'est à nous de donner de l'ampleur à ce prix-là, par comment on l'organise. C'est vrai que le siège de l'UNESCO l'abritait très souvent, d'ailleurs, et les 2 fois à Abidjan. Deuxième chose, par la régularité. Et là-dessus, je salue l'effort du président de la République et du gouvernement qui a décidé de récapitaliser le fonds
le fonds qui permet de décerner ce prix, parce que s'il n'est pas régulier, il sera moins prestigieux. Et puis la troisième chose qui a été bien réussie aussi, je pense, dans cette organisation, c'est le jury. Comme vous avez Denis Kubengue qui est président de jury, c'est quelque chose d'important. Il nous appartient aujourd'hui, Ivoiriens et oufouettistes du monde, de se dire que si on doit sauver l'image internationale de Félix Houphouët-Boigny, son engagement international, comme je l'ai dit, c'est d'abord aussi à travers ce prix Félix Houphouët-Boigny. Après, je pense que honnêtement, c'est quelqu'un qui est très présent, peut-être même trop présent en Côte d'Ivoire, dans la vie politique, dans la vie sociale des Ivoiriens. C'est impossible aujourd'hui de rentrer dans ce pays à s'entendre parler. C'est normal. Monsieur, le 7 août dernier, au moment où la Côte d'Ivoire célébrait l'anniversaire de son indépendance, était attendu à Yamoussoukro justement pour ces célébrations. Les ex-chefs d'État ivoiriens, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, finalement, ils n'y ont pas été. À la faveur de la remise de ce prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, ils ont été présents. Henri Konan Bédié était là, Laurent Gbagbo était là. Est-ce que ce prix a scellé une sorte de paix des braves? J'ai envie de dire les choses comme ça. Est-ce qu'on est en train d'aller vers une trajectoire de paix avec ces trois elders de la politique ivoirienne? Le 14 juillet, faut-il le rappeler, ils s'étaient rencontrés. Plus de rencontres jusqu'à cette cérémonie. Commentaire, analyse, docteur Bangali? Oui, le moins qu'on puisse dire... Pour vous déjà, est-ce que c'était l'événement dans l'événement? Oui, c'était l'événement dans l'événement parce que ça fait toujours plaisir qu'on voit ces trois ensemble. C'est un symbole d'apaisement du marigot politique ivoirien. Et l'occasion était belle pour se retrouver parce qu'il y a eu des invités, c'est vrai, de prestige au niveau international, mais il n'y aurait pas eu d'explication qu'on aurait pu faire valoir que le président Henri Konan Bédié, qui est le protecteur du prix, ne soit pas présent et que l'ancien président de la République, également Laurent Gbagbo, s'absente. Et donc c'était déjà important de marquer par leur présence à cette cérémonie-là, cette belle occasion. Mais je pense que pour pousser l'analyse au-delà de l'aspect cérémoniel, nous sommes aujourd'hui à un tournant, je dirais, de préparation des élections. C'est un symbole, sinon c'est une image qui renvoie à l'opinion publique ivoirienne qui pourrait rassurer quand même. Parce qu'on se dit que pratiquement à l'approche de chaque élection, il y a une certaine crispation du jeu politique et tout le monde a les oreilles tendues vers le dialogue politique qui évolue plutôt à pas extrêmement lent. Et donc ce sont ces genres justement d'images qui le renvoient de trois présidents qui se parlent, qui se rencontrent et qui entretiennent des rapports apaisés. C'est vrai que dans le discours du président Henri Konan Bédié, il n'a pas manqué de titiller un peu la manière dont le dialogue politique au niveau national est conduit. Et on va en parler. Mais bon, je pense que c'était rien de méchant. Il a dit, ça le mérite en tout cas d'avoir été dit. Ça n'a pas pour autant, je dirais, troublé l'ambiance du moment. Mais c'est toujours une très belle image que ces trois-là nous renvoient, d'être ensemble, de se parler. Et je pense que si, au niveau des différents états-majors politiques, on doit tirer toutes les leçons, on comprend alors que finalement la politique, c'est aussi ça. C'est des temps, des intermèdes de pause, et avant de reprendre bien sûr la bataille électoraliste. Docteur Bogassako? Oui, merci. Moi je pense que des trois grands, comme on dit, celui qui a joué le jeu ici, objectivement, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Alassane Ouattara reçoit. C'est lui-même qui était à la manœuvre. C'est lui qui a pris sur lui d'insuffler des fonds dans le prix. Donc c'est lui qui réhabilite le prix, il faut le dire. Le président Henri Konan Bédié, c'est de droit. Houphouët a dit, c'est lui qui est le protecteur du prix. Abdou Diouf est le parrain. Donc partout dans le monde, les deux personnalités sont toujours présentes. La preuve, Macky Sall, le président Macky Sall a représenté Abdou Diouf. C'est cela. Donc, celui qui a joué le jeu, le fair play ici, c'est le président Laurent Gbagbo. Et donc je me dis, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il était présent aujourd'hui et qu'il n'était pas présent à Yamoussoukro? Et je dis, oui, à l'indépendance le 7 août. Donc on peut s'interroger. Je me dis, en temps, beaucoup de choses ont évolué. Le chef de l'État a admis, par exemple, que sa rente viagère, parce que ça faisait partie des revendications tout le temps du président Gbagbo. Il est venu, il n'a pas, tout ce que le président Ouattara avait promis, etc. Donc je me dis que quelque part, c'est un jeu finalement entre les différents leaders. Quand les
les droits sont respectés, je pense que chacun va jouer sa partition. Je pense que ça a joué beaucoup dans le discours du chef de l'État qui a débloqué les fonds, qui a mis M. Laurent Gbagbo dans ses droits, etc. Donc lui aussi, quelque part, parce que nous tous, on aurait mal compris que le président Laurent Gbagbo ne soit pas présent à une telle cérémonie. Mais maintenant, pour terminer, je voudrais dire que moi, j'ai salué le discours du président Henri Konan Bédié, honnêtement. Le monde entier vient parler de paix chez nous, à Yamoussoukro. Mais les trois grands là, ils ne se parlent pas. On a fait le dialogue politique, eux, ils n'étaient pas là-bas. Hein. C'est nous qui étions là-bas. Le lieutenant était venu au niveau politique, etc. Mais les trois ne se parlent pas. 2025, c'est bientôt. Est-ce qu'on va attendre à la veille de 2025? Moi, je vois des schémas. Si M. Ouattara veut remplir pour un autre mandat, M. Gbagbo est sur une liste rouge, parce qu'il n'est même pas sur la liste électorale. Comment on va faire? C'est là où on les attend. Donc, Angela Merkel peut avoir un prix. On peut insuffler des milliards là-dedans, mais parlez-vous. Parce qu'on vous regarde. Et j'ai dit. Landry Couillot. Très bien. Alors, il était impossible, je dis bien impossible, du fait du statut de ces trois grands-là, pour ce qu'ils ont été et pour ce qu'ils sont, que l'un manque à l'appel. Bédié le protecteur. Landry Couillot. À la limite, s'il vous plaît, Arthur, à la limite, vous êtes en train de dire qu'ils étaient obligés d'y être. Alors que de leur plein gré, ils ont accepté de répondre à l'invitation. Allez-y. On est un peu vite allé en besogne. Allez, peut-être terminer, allez-y. Henri Konan Bédié est le protecteur du prix, protecteur fait par Félix Houphouët-Boigny. Ce serait craché sur la... Oui, lui, naturellement, il est présent. En tant que président de la République de Côte d'Ivoire, vous incarnez l'image du pays qui est garant du prix. Alassane Ouattara est aux commandes, il est garant du prix. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire et sous sa présidence, des personnalités ont été récompensées, dont Abdoulaye Wade. Lui aussi, il est garant du prix, il est en vie. Deuxième chose, pour le rayonnement donné à nouveau à ce prix, on choisit une personnalité, pas n'importe laquelle, Angela Merkel. Tout à l'heure, professeur Dr Bangali parlait de la revue de presse. La présence de Merkel en Côte d'Ivoire pour ce prix donne un aura, une visibilité extraordinaire. On a ici des hommes politiques. Des hommes politiques qui ne nous ont pas dit qu'ils sont à la retraite. Des hommes politiques qui ont besoin d'avoir une visibilité, une aura internationale. C'est une opportunité intéressante pour chacun d'entre eux d'y être et de pouvoir montrer à la face du monde, au niveau de la politique intérieure et internationale, qu'ils sont présents, qu'ils sont en bonne santé et en capacité de pouvoir conduire ou influencer suffisamment la politique de leur pays. Vous êtes en train de dire que c'est présent par opportunisme. Laissez Landry terminer. Landry, terminez. Vous avez une minute pour terminer. Justement, ce sont des hommes politiques. Il y a une opportunité et cette opportunité leur commande d'être présents à ce moment donné, de sorte à ce que la lumière soit aussi sur chacun d'entre eux. Et c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique et c'est normal de le faire. Et nous avons donc le plaisir de pouvoir les voir les trois. Et comme disait le docteur Boga, c'est que ce tableau-là ne suffit pas. Il ne peut pas suffire aux Ivoiriens. On peut dire que c'est un signal intéressant, important, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit les trois grands ensemble. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus critiques dans le sens où nous voulons qu'au-delà de la belle présentation de ce beau tableau-là, il y ait la capacité pour l'État de Côte d'Ivoire de relever le véritable défi qui est celui de pouvoir s'organiser des élections paisibles, des élections où l'on va pouvoir s'éviter d'avoir des morts. C'est de cela qu'il est question. Ça, c'est encourageant, mais il faut aller beaucoup plus loin. Très bien. Je reviens à vous. Après Yamba, allez-y. Je pense que si on doit suivre le docteur Couillot, on est mal barré. Hein. Pourquoi? Parce que s'il faut être là par opportunisme, on est très mal barré. Il n'y a pas que l'opportunisme. Hein. Il a rappelé. Docteur Sako a bien dépeint le tableau. Hein. C'est très clair. Il y a deux personnalités qui sont formellement et qui ne peuvent pas s'absenter. Qui sont à la limite obligés d'être là. Obligés. Le président Gbagbo... On avait une obligation. Oui, certainement. Mais au-delà de la présence des trois pour cette symbolique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le symbolisme, c'est bon pour la paix, mais il faut des actions concrètes. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Le président, le 7 août, c'est une autre occasion de paix. C'est une bonne occasion de paix. Beaucoup plus important au niveau national. Pourquoi attendre qu'il y ait une opportunité de visibilité internationale pour se retrouver à trois? C'est ça où ça pose le problème. Et comme je l'ai dit, pour finir carrément avec ma préoccupation,
la paix se construit avec le cœur, ce n'est pas le symbolisme qui fait la paix. Même pour revenir sur le prix, c'est bon qu'on récompense Angela Merkel qui a fait une ouverture pour accueillir des migrants. Mais c'est encore mieux qu'on anticipe pour éviter qu'il y ait des guerres dans ces pays, pour qu'il y ait des réfugiés. D'accord, ça c'est une autre question très profonde qu'on va aborder certainement au fil des émissions. Arthur Banga, vous vouliez poser une question à Landry. Landry, est-ce que pour un Ivoirien que tu es, si tu devais choisir entre le 7 août et le prix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qui serait le plus important pour toi? En tant que citoyen lambda, c'est le 7 août. Donc quelqu'un qui a pu être absent le 7 août peut être absent le jour de la... Mais sauf qu'on n'a pas un Ivoirien lambda, on a des hommes politiques. On a des hommes politiques qui ont des calculs. Je pense que pour eux, le 7 août, comme pour tout Ivoirien, est plus important que le prix Houphouët-Boigny. Donc s'ils ont pu être absents le 7 août, ils auraient pu être absents aujourd'hui. Donc il ne faut pas limiter ça. Moi, je dis là-dessus pour dire non, le visage étroit, le jour du prix Houphouët-Boigny est quelque chose d'important. Et ils ont eu l'occasion, pour moi, plus importante, ils n'ont pas fait. Donc ça peut montrer deux choses. La première chose, je suis d'accord avec le docteur Boga-Sako, c'est que du 7 août aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé, notamment sur la question des grandes viagères. Mais aussi, je termine. Mais aussi, on laisse Arthur terminer. Landry Couillot, il y a plusieurs éléments. J'en viens. On laisse Arthur terminer. Si vous avez une question pour lui, après vous la lui posez. Mais aussi sur la libération des prisonniers, qui depuis le 7 août ont été libérés jusqu'à aujourd'hui, et sur les relations qui sont renforcées entre eux. Avant, ils se parlaient. Depuis le 14, ils ne se sont pas parlé, mais dans ces jours qui sont venus, ils se sont parlé. Donc, leur présence dénote quelque part d'un apaisement. Et je vais revenir tout à l'heure au symbole. La deuxième chose que moi j'ai envie de dire, c'est aussi la magie du fouet. C'est un nom qui rassemble. C'est un nom qui a fini par rassembler tout le monde, y compris Laurent Gbagbo, parce que tout le monde a son histoire personnelle avec Houphouët-Boigny parmi tous les trois. Et je pense que la magie du fouet a été importante. Et dans ce rôle, ces trois ont très bien joué leur rôle. Ils ont su tirer le chapeau. Alassane Ouattara a su être le président de la République qui rassemble. Et même quand ses partisans, après le petit show d'Henri Konan Bédié, crient ado, il a dit, mais félicitez mon grand frère et mon petit frère. Et donc, il est dans sa gestuelle. Laurent Gbagbo, effectivement, et d'ailleurs, le président Ouattara lui fait un petit tac en disant, c'est toi qui t'es plus opposé à lui. Effectivement, il est là. Mais Henri Konan Bédié, il réussit quelque chose de magistral aussi ce jour. Pour les plus dubitatifs, il est en train de montrer qu'il peut faire une longue cérémonie. C'est ça. Ceux qui pensaient à son âge, il s'est levé, il a dansé pour dire ça à 17 ans. Donc, tout le monde a envoyé des signaux politiques autour de ce moment-là. Moi, je vais terminer pour dire la symbolique. Pour moi, la symbolique, elle est importante. Oui. Vous savez, ces trois-là, ils rendent fous des gens. Ah oui. Il y a des gens, ils rendent fous des gens. Il y a des gens qui ne respirent que parce que X a dit, Y a dit, L3 a dit. Donc, il ne faut pas négliger le fait qu'ils se voient ensemble. Ça apaise. Et cet apaisement est le début de la discussion. C'est comme dans un conflit. Si vous n'avez pas ne serait-ce que de cessation des hostilités, vous ne pouvez même pas commencer les négociations. Donc, pour qu'on ait débat, pour qu'on ait construction, pour qu'on ait tout ça, il faut déjà que ce soit calme. Il faut déjà que les trois dégagent une sorte de sérénité, une sorte de paix. Et ils l'ont réussi grâce à ce prix Houphouët-Boigny. Il ne faut pas cracher dans cette soupe. Il faut la prendre à sa juste mesure. Maintenant, évidemment, ce n'est pas suffisant, mais c'est un très bon début. Il faut ça. Parce que si ces trois ne se parlent pas, vous allez faire tout ce que vous allez faire comme dialogue politique. Quand les temps vont revenir, tant qu'on n'a pas vu les trois, ils vont dire, vous êtes sûr que c'est ce qu'ils pensent. Mais là, c'est clair. L'image est belle. Et encore, elle était encore plus belle ce jour-là, parce que pour l'une des rares fois, Laurent Gbagbo était en costume. Ils étaient tous en couple. S'il vous plaît. Alors, monsieur... d'accord, Maître Meïté, oui, bien sûr, j'allais arriver à vous, allez-y. J'emboîte le pas à Arthur Banga, qui a dit des choses intéressantes. Moi, je me dis que dans tout ça, là, c'est Houphouët-Boigny, dans sa tombe, qui doit être le plus heureux. Voir depuis son départ, son défunt constitutionnel, son ancien Premier ministre, son opposant historique, qui sont affrontés pendant tellement d'années, qui ont occasionné tant de morts, se regrouper autour de son nom lors de la célébration du prix Houphouët-Boigny, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et après, comme les uns et les autres ont dit, moi, je pense qu'il y avait de la sincérité dans la démarche des uns et des autres. Ce n'était pas une obligation pour M. Gbagbo d'y être. Et il n'était pas obligé. Par contre, Bédié et Alassane étaient vraiment dans leur rôle. Il est venu parce qu'il emboîte le pas au pas posé par le président de la République depuis son arrivée de La Haye. La décrispation, c'est-à-dire que le dégel de sa rente viagère, la libération des prisonniers, et en même temps, même aujourd'hui, normalement,
légalement, il n'a pas le droit de diriger un parti politique, sauf que l'administration ferme les yeux dessus. Tout ça, ça y participe. Donc, il faut encourager ces personnalités. Il faudrait que ces rencontres soient multipliées. Il y a une image qui m'a marqué, pas une image, des mots qui m'ont marqué. Certains sur des forums disaient, mais ce n'est pas la peine de se quereller. Mais quand tu vois ces gens en train de sourire, en train de rigoler, et nous, on est en train de se battre ici, on est en train de se quereller, ce n'est pas la peine. Donc, ça veut dire qu'ils donnent quand même des images, des symboles à leurs partisans pour que l'apaisement règne entre tous les Ivoiriens. C'est important. Monsieur, ce que je retiens de vos développements, c'est une sorte de dépassement de nos trois présidents, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié. Est-ce que ce dépassement peut aller au-delà, sinon au moins, à tout le moins, jusqu'à 2025 comme l'indiquait tout à l'heure Dr Bogassako, parce que les Ivoiriens, à la fin de la journée, quand une élection présidentielle pointe à l'horizon, on se pose 1001 questions. Surtout que, dans l'esprit de beaucoup de leurs sympathisants et militants, on souhaite qu'ils incarnent encore les premiers rôles. Docteur Bangali Ngoran, comment vous réagissez? Jusqu'où? Jusqu'à quand ce dépassement? Je pense que ce dépassement, malheureusement, est un dépassement... De circonstances, vous pensez? De circonstances liées à cette cérémonie, à cette occasion. Parce que les partis politiques sont des groupes d'intérêt. Et des groupes d'intérêt privés. Donc, à partir du moment où il y a un fauteuil, il y a la manne qui est en jeu, la manne publique qui est en jeu, automatiquement, chacun fait des calculs en fonction de ses propres intérêts. Et généralement, dans ces circonstances-là, l'intérêt national est mis en pause et jusqu'à ce que, et bien sûr, on puisse en arriver à une situation où les urnes viennent départager. Mais ce qu'on peut souhaiter pour la Côte d'Ivoire, c'est surtout parce que la grande responsabilité aujourd'hui repose sur les épaules du président de la République. C'est lui qui est le garant de la transparence de la compétition électorale. Ce qui entraîne des conflits en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tant que ça l'occasion des affrontements électoraux, c'est quelque chose qui est vraiment commune à toutes les joutes qu'il y a partout dans le monde. Mais quand on parle aux élections, que les conditions préalables pour des élections apaisées n'ont pas été suffisamment réunies, il y a ce déficit de confiance entre les différents acteurs, de sorte que quand on a perdu, on n'est pas très sûr de mériter ce verdict-là, ou quand on a gagné également, bien sûr, on profite de la victoire, mais au-delà de profiter de la victoire, on s'est dit il faut toujours prendre des précautions pour verrouiller les institutions, parce que si on les avait ouvertes, certainement qu'on n'aurait pas eu forcément le même résultat. Donc je pense que la clé se trouve là, dans le dialogue politique. Il faut que le dialogue politique puisse servir à apurer tout ce qu'il y a comme contentieux, conflictuels qui font qu'autour des élections, il y a ces nuages sombres-là. Et l'un des actes qui sont attendus aujourd'hui, c'est qu'on puisse rétablir dans leurs droits dans le jeu politique et les différents acteurs qui sont arrivés de l'extérieur, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. On ne le rappellera pas suffisamment assez. Le fait que la Côte d'Ivoire leur accorde les passeports et qu'ils puissent revenir dans leur pays, sachant que leur profession, sinon leur rôle national historique, c'est d'être des hommes politiques. Je pense que la suite logique est de leur donner l'opportunité de venir occuper la place qu'ils ont laissée vacante pendant la décennie passée. Parce que quoi qu'on dise en Côte d'Ivoire, il y a 3 allégeances fortes qui riment la vie politique. Et ces 3 allégeances-là, qu'on puisse les laisser s'exprimer ou qu'on essaie d'en brimer certaines, d'une manière ou d'une autre, elles vont s'exprimer. Autant qu'elles s'expriment à travers des urnes, à travers des élections apaisées, qu'on les laisse à la marge et qu'en étant à la marge, ça crée un surplus de violence. Très bien. Alors, M. Rémi Guédé nous appelle d'Anyama. Pour lui, nos 3 grands leaders doivent aller au-delà de leurs ressentiments et offrir à la Côte d'Ivoire une paix durable. M. Rémi Guédé, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Diarasoba. Quel est votre développement? Allez-y. Oui, moi je suis très content pour l'image que nous avons vue à cette cérémonie de Yamoussoukro, surtout la présence de nos 3 grands leaders, le président Alassane Ouattara, le président des exercices, l'ancien président Henri Konan Bédié, président du PDCI, et l'ancien président, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Alors, voyez-vous, nous sommes en train de parler de la paix et du président Félix Houphouët-Boigny, qui a dit que tout le monde sait, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Alors, les 3 grands que nous avons assis et nous regardons,
Voici, nous sommes en 2023. Dans 2 ans, nous serons encore en 2025, des années électorales. L'Ivoirien n'a que trop peur des années électorales. Alors, moi, j'ai une proposition pour chacun des 3 présidents que nous avons. Allez-y, mais très rapidement. Oui, d'abord, le président Alassane Ouattara. Parce que pour prendre les propos d'Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas des 20 mots, mais un comportement, donc des actes. C'est lui aujourd'hui qui est garant de la paix en Côte d'Ivoire, le premier responsable. Et aujourd'hui, on dit, j'ai entendu sur le plateau, quelqu'un a dit que les 3 ne se parlent pas. Et ça, nous-mêmes, à distance, on voit ça. Mais c'est lui, Ouattara, qui est le président Ouattara qui est responsable de ça. Parce que les autres, là, ils attendent de lui des actes qu'il doit poser. On a vu, on parle du dialogue politique. Il y a des propositions qui sont faites là-dedans. Ce n'est pas difficile que le président Ouattara prenne des décisions pour aller dans le sens de ce que ses prédécesseurs demandent dans le dialogue politique. Parce que, regardez, avant lui, le président Gbagbo était président. Et on lui a proposé comme ça des décisions, de choses qui étaient difficiles, comme amnistier tous les rebelles et puis donner des pièces d'identité à tous les Ivoiriens qui n'en ont pas. Mais tout le monde a vu, même la CEI, donner la CEI à l'opposition pour qu'il soit en confiance pour aller aux élections. Mais d'abord, le président Gbagbo a fait tous ces sacrifices. Et on est allé aux élections. Même lui, le président Ouattara, a bénéficié des sacrifices, des décisions du président Laurent Gbagbo. C'est les mêmes choses qu'on lui demande aujourd'hui, lui qui est aux commandes. Mais pourquoi c'est si difficile pour lui? Il pose ces actes-là en tant qu'un bon oufouettiste, en tant qu'un bon fils de Houphouët-Boigny, pour que nous allions. Ça, c'était concernant le président Alassane Ouattara. Ah, là, le temps qui vous est imparti est en train de s'estomper. Vous avez 30 secondes, très rapidement, 30 secondes. Bon. Maintenant, je vais m'adresser rapidement aux 2 anciens présidents. En 30 secondes, oui, rapidement. Le président Bédié, il n'y a pas grand-chose à dire pour lui, mais c'est en interne au PDCI. On respecte beaucoup, il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Bon, là, on est en train de sortir du sujet, là. Oui, c'est toujours dans la paix. Parce que c'est dans chaque parti. Parce que regardez ce qui se passe au PDCI ou au PPACI. Bon, je laisse le président, rapidement pour finir sur le président Gbagbo. On attendait de lui, quand il revenait en Côte d'Ivoire, de rassembler toute la gauche. Parce que si dans la gauche, on n'a pas la paix, mais comment est-ce que... Oui. On aurait dû l'inviter. Oui. Non, en fait, c'est le combat de la paix. D'accord, on vous a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Rémi Guédé. Je rappelle que vous nous avez appelé depuis Niamey. Monsieur Landry Couillot, réaction? C'est vrai que le tableau est beau. Il est beau d'un point de vue institutionnel. Il est un peu trop beau pour être vrai à vos yeux? Mais ça n'a pas dissipé les inquiétudes des Ivoiriens. C'est une réalité. Et il n'est pas mauvais de le dire et de le faire savoir. Les Ivoiriens restent inquiets. Et plus que jamais parce que nous sommes dans une année électorale, non pas de laquelle, puisqu'on prépare ainsi par les élections locales, l'élection présidentielle. Ils sont d'autant plus inquiets parce qu'ils ont l'impression que malgré ce qui est fait, il en reste encore davantage. Et qu'il y a des contestations, des protestations. Le président Bédié, lorsque dans son discours évoque le fait que le dialogue politique n'est pas satisfaisant, on peut dire que ce n'est pas méchant, mais il y pense sincèrement. Et il trouve cette tribune comme étant la meilleure pour le dire. Quand il le dit, certes, il n'y a pas de réaction du président de la République de l'autre côté parce qu'il faut maintenir l'ambiance. Mais attention, c'est quelqu'un qui profite d'une scène extraordinaire pour faire passer un message puissant. Parce qu'il y a un malaise à l'intérieur. Et les Ivoiriens sont conscients de tout ça. Et vous ne pouvez pas leur dire que, regardez que ce tableau. Ils sont inquiets, ils ont besoin qu'au-delà de l'image qui est présentée, il y ait, comme vous l'a dit, le comportement qui va avec. Et le comportement qui va avec se fait avec courage. Il faudrait qu'avec courage, l'on puisse s'asseoir, poser les problèmes, prendre les décisions les plus courageuses possibles, parce que l'intérêt suprême, c'est que nous soyons en capacité d'offrir au peuple de Côte d'Ivoire, enfin, en tant que pays leader, des élections sans violence. Merci. Enfin, des élections sans violence, enfin, la pause. Ensuite, on poursuivra le débat juste après ceci. Retour sur le plateau de NCI 360 et nous sommes toujours dans la première partie de cette émission.
au cœur de laquelle nous avons abordé, nous continuerons d'aborder, la cérémonie de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné cette année à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Messieurs, vous en avez parlé succinctement, le président Henri Konan Bédié a profité de la tribune pour indiquer, pour souhaiter, pour que le dialogue politique soit plus sincère selon ses mots. Est-ce que vous avez trouvé, certains se sont prononcés rapidement là-dessus, est-ce que vous avez trouvé cette sortie opportune, docteur Arthur Banga? Je pense que Henri Konan Bédié, ça a été celui qui a été le plus politique de la cérémonie. Absolument. Je pense qu'il est venu, il n'envoyait que des messages politiques, Henri Konan Bédié. Le premier message politique, c'était celui-là. C'est quand même, en tant que protecteur, mais en tant que président du PDCRDA, qui est donc le parti d'opposition qui a le plus de députés, donc le premier parti d'opposition, il fallait envoyer un message aussi de chef d'opposition. Et le message de chef d'opposition, dans un contexte où on parle de paix, c'est de réclamer plus de discussions pour la paix. Donc déjà, c'était un message politique. Est-ce que c'était l'endroit ou pas, ça peut se discuter. Peut-être moi, je n'aurais pas osé le faire là, mais lui, il sait, il a l'âge, il a l'expérience, il sait la tribune, il sait le moment, je pense qu'il a bien choisi. Mais au-delà de ça, tout ce qu'Henri Konan Bédié a fait est politique. Déjà, quand il prend la parole pour rappeler le privilège de l'âge, c'est pas fortuit. Et tout de suite, il y a le seul qui se lève et qui danse pour montrer qu'il est encore jeune. Oui. Et je pense que ça a été l'homme politique. Il a été politique tout le temps dans ses interventions pour montrer au PDCRDA, aux jeunes loups du PDCRDA, que pour l'instant, je tiens encore la barre. Hein, je suis encore vigoureux. D'ailleurs, il a fait toute sa cérémonie, il a lu un discours. Et il en a profité pour rappeler qu'il est quand même le chef de l'opposition et que dans ces conditions, il a un petit message à donner et il a bien donné. Je pense que c'est quelqu'un qui a réussi sa journée sous ce temps-là. Docteur Boga? Oui, alors, merci. Moi, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Là, on parle de paix. Chers amis, il faut observer. C'est-à-dire qu'on a un problème dans notre pays, c'est la question électorale. Et on a 3 grands partis. Très souvent, ceux qui gagnent l'élection, c'est le duo. Parce c'est très simple pour les Occidentaux, pour les observateurs. On se dit, il y a 3 grandes forces. S'il y a 2 forces qui sont ensemble, là, elles remportent l'élection. Systématiquement, même si ce n'était pas forcément vérifié. Voilà. Donc, aujourd'hui, je dis, on va aller en 2025. Les 3 n'ont jamais réussi à faire une élection propre, où les 2 perdants vont aller féliciter l'autre. On n'a jamais vu ça dans notre pays-là, tout le temps. Les 3 se battent à mort. Et donc, moi, je pense que où on est arrivé là, de 2 choses l'une. Soit les 3, ils se parlent pour dire qu'ils vont encore compétir en 2025. Au moins, on est préparé. Et on commence à sensibiliser les gens pour ne pas qu'il y ait mort d'homme. Ou bien les 3 se retirent. Et moi, personnellement, je dis ils ont tout donné à la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis, parce que je ne vois pas, je ne serais même pas content, mais ça, c'est moi, que le président Ouattara rempile encore pour un autre mandat. Ça, c'est moi qui le pense. Et surtout, il rempile et que d'autres soient interdits de remplir. Pour moi, les 3 grands-là, ils ont tout donné. Il est temps qu'ils sortent par la grande porte. Le monde entier va les féliciter. Le monde entier qu'ils ont réuni à Yamoussoukro, là, il va les féliciter. Il pourra recevoir les 3 tous les 3 de la paix. Par exemple, soit dit en passant. Ça, vraiment, c'est le vœu le plus cher, c'est le message que je leur envoie de votre tribune. J'ai dit, les gens sont prêts à mourir pour les 3. Ils sont prêts à mourir pour les 3. Si les 3 remplissent, en 2025, il y aura encore des morts. Mais est-ce que le problème, ce ne sont pas justement les gens qui sont prêts à mourir pour les 3? Parce que, excusez-moi, mais c'est là où je note une petite hypocrisie. On a dit, l'image est belle. Mais est-ce que les 3 grands là même, ils donnent des mots d'ordre clairs? C'est-à-dire que quand il y a l'accalmie, est-ce qu'ils donnent les messages d'accalmie à leurs états-majors? Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Parce que quand les 3 se réunissent, on applaudit. Mais sur la toile, la guéguerre continue et les messages ne descendent pas alors. Il y a une sorte d'hypocrisie. Cabré? Je suis tout à fait d'accord avec Arthur Banga, mais je vais un peu m'hazarder sur le discours du président Bédié. J'ai retenu 3 éléments essentiels. Lesquels? La première des choses, c'est d'abord l'hommage à Houphouët. On a tellement parlé de ça, je ne vais pas revenir longuement dessus. Houphouët qui a permis que les frères de la sous-région se retrouvent celui avec une politique d'ouverture, d'intégration, d'humanisme impeccable. Ça, c'est l'un des aspects.
Le deuxième aspect, c'est que c'est là où d'aucuns pensent que c'est une piqûre au président de la République, mais non. Il a rappelé la nécessité du dialogue inclusif permanent. Moi, je suis d'avis avec lui que le dialogue ne doit pas seulement se limiter en période de crise ou en période de transition. Dans un pays, on doit pouvoir être en permanence en dialogue avec les composantes de la société parce qu'il s'agit de la question de la vie de la nation. Ce n'est pas seulement que lié aux partis politiques, comme il a dit, Bangali l'a dit, les partis politiques sont des groupements d'intérêts privés. Mais la nation existe toujours de façon pérenne. Donc il faut que le dialogue soit de façon permanente, qu'à chaque moment, que l'opposition et le pouvoir puissent se retrouver dans un cadre formel pour parler des questions essentielles de la vie. On a un monde qui est dynamique, qui change à tout. Il y a vous et moi, nous sommes ici, nous ne savons même pas qu'est-ce qui sera la justice de demain, de 10 ans, 5 ans. On ne sait pas qu'est-ce qui sera la société de demain. Donc, il y a des choses qui demandent l'implication de toutes les sensibilités politiques, pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Donc le dialogue doit être de façon permanente. Très bien. Oui. Monsieur Edmond, vous nous appelez de Soubré. Pour vous, il faut saluer le leadership du président Alassane Ouattara. Et vous estimez que les 3 leaders y étaient présents pour la préservation de la paix, pour la recherche de la paix, pour la consolidation de la paix et non par opportunisme, comme l'a laissé entendre l'un de nos intervenants. Monsieur Edmond, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je suis très heureux de participer à l'émission. Oui. Je voudrais effectivement dire que les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, je pense que leur présence, les Ivoiriens doivent voir ça comme un symbole pour la paix et non pour des calculs politiques. Parce qu'en fait, je pense bien que on doit arriver à des moments où on doit s'éloigner un peu des calculs politiques et puis apprécier les choses à leur juste valeur. Et puis aussi, il faut saluer aussi le leadership du président Alassane Ouattara, que sur le plateau, pour ma part, n'a pas été trop prononcé, parce qu'il n'était pas très évident quand même de réunir ses opposants autour de lui, qui sont le président Henri Konan Bédié et le l'ex-président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc s'il a réussi à les réunir autour de lui, ça veut dire que quelque part, il a fait un travail préliminaire, un travail de fond, ce qui a réussi à les réunir tout autour de lui. Donc c'est ce leadership-là qu'il faut saluer et puis il faut encourager pour que les jours futurs nous donnent des résultats meilleurs à travers le symbole que nous venons de voir. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je voulais intervenir pour qu'ensemble on puisse aller à la paix et que nous voient forcément des calculs, c'est un peu trop gênant. Et puis interpréter aussi tous les gestes qu'on fait aussi, c'est un peu gênant parce que c'est pas très évident qu'on soit forcément dans la bonne direction. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Dr Bangali. Oui, à ce propos, je pense qu'il y a quand même, au-delà du fait qu'on a pu considérer que dans le discours de Bédié, il soit relevé de cet aspect un peu qui a gêné l'ambiance. Au-delà de cela, il faut quand même savoir qu'on est dans un contexte particulier aujourd'hui. Nous sommes à la veille des élections et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, une cérémonie et tout en fait. Mais l'après, c'est quoi? L'après, ça sera forcément le retour à nos habitudes qu'on n'a pas su renier. Et donc, je pense que pour lui, l'occasion était assez belle de porter à la face non seulement de la communauté internationale et de la nation, la communauté internationale, parce qu'il faut savoir que l'histoire de la Côte d'Ivoire a été telle que la communauté internationale a été toujours l'arbitre du jeu politique ivoirien. Depuis, je dirais, le conflit qui a partitionné le pays en deux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on en soit à des échéances présidentielles qui mobilisent un certain nombre d'observateurs internationaux. C'est une habitude que la communauté internationale soit dans le rôle d'arbitrage du jeu politique ivoirien. Donc si des questions n'ont pas pu être assez traitées ou suffisamment liquidées en interne, l'opportunité de se trouver exposé au regard à la face du monde était pour lui une certaine... une belle opportunité d'attirer l'attention
de ceux qui ont toujours joué le rôle d'arbitrage dans le jeu politique. Je pense que s'il l'a fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mais pas forcément parce que le président Bédié avait l'intention de gêner l'ambiance ou encore d'indisposer celui qui l'a invité. Je pense qu'il a voulu simplement attirer l'attention de la communauté internationale qui a toujours joué ce rôle d'arbitrage quand il y a un conflit que les Ivoiriens n'arrivent pas entre eux-mêmes à résoudre. Très bien. Maître Maïté. Je pense que, contrairement à ce que certains ont pensé, le discours du président Bédié ne s'adressait pas forcément au président de la République. Il parlait de tous, il a parlé de dialogue permanent. C'est-à-dire qu'au lieu de se croiser occasionnellement au cours de ces genres de cérémonies, il faille que de temps en temps, et très souvent d'ailleurs, ils puissent se croiser pour discuter des questions importantes de la nation. Surtout que les élections arrivent bientôt, il y a beaucoup de choses à régler, notamment au niveau même de l'opposition. Par exemple, si je prends le cas du président Laurent Gbagbo, qui envisage de se présenter aux élections présidentielles, alors qu'aujourd'hui, sa situation n'est pas encore réglée. Donc, il ne faudrait pas attendre la veille des élections pour pouvoir régler cette question-là. Dès maintenant, il faut anticiper pour que tous les Ivoiriens soient préparés à cela. Donc, je pense que c'est important, ce dialogue-là continue, mais il faut quand même féliciter les efforts déjà accomplis par le président de la République, qui a fait beaucoup de choses dans le sens de l'apaisement. Il faudrait que ça continue, on continue de l'encourager, et que chacun s'y met, chacun joue sa partition pour que ça soit une réalisation d'ensemble vers la paix. Landré ? Alors, on revient à l'évidence selon laquelle cette cérémonie a servi de pouvoir mettre à plat des questions de politique intérieure. C'est ce que je disais dès le départ. On revient à la réalité selon laquelle on a participé à cette cérémonie, pas en boudant, bien au contraire, mais en saisissant la belle opportunité de pouvoir mettre à plat des sujets qui importent à la vie de la nation. Et nous en parlons aujourd'hui sans complexe de ce que, au-delà de ce tableau, nous avons besoin d'avoir les trois grands et au-delà de leurs états-majors en capacité de dialoguer et de ne pas mépriser les efforts qui ont été faits entre-temps. C'est-à-dire, on considère ce qui a été fait et on continue d'aller davantage vers un dialogue plus inclusif à l'effet d'apporter des solutions pertinentes à des problèmes qui demeurent. Parce qu'en réalité, il y a la nécessité pour la Côte d'Ivoire de pouvoir faire rayonner ce prix-là. Imaginez un seul instant que 9 mois, 10 mois après cette cérémonie, il y ait des élections avec des violences. Imaginez un instant. Ce n'est pas possible. On ne doit pas entacher ce prix décerné-là. On ne peut pas entacher cette belle cérémonie. D'où la haute responsabilité que nous avons tous en tant qu'Ivoiriens et certainement pour les différents responsables des partis politiques et des trois grands, de se dire, nous avons ainsi, en participant à cette cérémonie, pris un gage devant le reste de l'humanité. Et ce gage-là nous contraint à faire ce qui a lieu d'être fait pour que demain, l'image de la Côte d'Ivoire soit redorée. Nous avons certes nos calculs en tant qu'hommes politiques, chefs de partis politiques, mais au-delà de ça, l'intérêt de la nation doit pouvoir primer. Arthur Banga ? Oui, moi, je veux dire deux choses rapidement. J'insiste, je réaffirme d'abord que l'image, elle est belle et elle est utile. Il ne faut pas qu'on oublie l'utilité de l'image. On est d'accord là-dessus. Elle est utile. Le fait qu'il soit là, et le téléspectateur qui a appelé l'an dernier a dit qu'on n'avait pas assez parlé du leadership. On l'a dit. On a dit que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a un travail préalable intéressant qui a été fait avec, à tête à Alassane Ouattara. Maintenant, le problème, ce n'est même pas qu'il y ait que chaque parti politique passe à ses intérêts. Ce n'est pas qu'il y ait des tensions. Ce n'est pas qu'il y ait des discussions. D'ailleurs, c'est ça qui doit faire le charme de notre démocratie. Nous ne voulons pas la pensée unique. Nous voulons qu'il y ait ces débats. Nous voulons qu'il y ait des choix à faire, des contestations, qu'il y ait une vie démocratique, une vie politique autour. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit transformer l'essai. Nos trois grands, et on a un autre avantage pour moi, c'est que les trois soient une partie de leur âge, de leur vie, où plus que jamais, on pense aussi à sa place dans l'histoire. On pense aussi à ce qu'on va laisser. Ils ont minimum 80 ans. Je pense qu'à 80 ans, on est plus dans qu'est-ce que je vais laisser à la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont une occasion unique, qu'ils prolongent leur bail politique ou pas, de garantir la paix, de garantir la sécurité, de garantir le fait qu'on traverse une élection sans mort, avec passion. Je veux qu'il y ait de la passion autour des élections. Je veux qu'il y ait de l'engagement autour des élections. Je veux qu'il y ait de la citoyenneté autour des élections, mais en responsabilité. Et là-dessus, ils ont ouvert une brèche. Il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent parce que je suis persuadé que si ces trois-là
réussissent à s'entendre sur les conditions minimales dans lesquelles on doit s'affronter, eh bien, l'affrontement sera un beau match, avec tout ce qu'il a comme intérêt, comme enjeu. Et c'est à ça que nous devons tous travailler. Maintenant, je ne pense pas. Pour moi, les conditions sont plus importantes que ces 3. Parce que même s'ils ne se présentent pas, quand on ne règle pas les conditions d'une élection paisible et apaisée, on va retomber dans les travers. C'est pour ça que je dis, voilà, il faut aller au-delà de se fixer sur les 3, mais réfléchir à ce que, de façon inclusive et permanente, on puisse trouver les conditions d'élections saines. Je pense qu'on aura un bon essai en 2023 avec les élections municipales et on pourra tirer les leçons pour aller sur des présidentielles apaisées et sereines. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, messieurs, sur ce premier sujet que nous avons abordé, notamment la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À présent, nous allons aborder l'actualité internationale, sous-régionale, marquée, vous le savez, par un mouvement entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Ces pays vont-ils franchir le pas d'un État fédéral à 3 ? La question mérite d'être posée vu la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des 3 pays sous transition militaire, réunis en effet à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les chefs de la diplomatie malienne, burkinabé et guinéenne réclament leur réintégration au sein des instances régionales et sous-régionales, notamment l'Union africaine et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, faute de quoi ils se verraient dans l'obligation de se retirer de ces organisations communautaires. Cette demande sous forme, somme toute, de menace voilée de retrait qui intervient seulement 48 heures après la visite du ministre des Affaires étrangères russe à Bamako, qui a promis le soutien de la Russie au pays de la bande sahélio-sahélienne, suscite bien d'interrogations. Messieurs, on vous soumettra ces interrogations après ce sujet de Thiemé Danger. Suspendu des instances de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de l'UA, l'Union africaine, suite à des prises de pouvoir par des militaires, le Burkina, le Mali et la Guinée réclament leur réintégration. Il s'agit là de l'une des principales résolutions de la déclaration conjointe, validée au terme d'une rencontre à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, des ministres des Affaires étrangères des 3 pays sous sanction pour coup d'État. Dans la déclaration commune, lue par la chef de la diplomatie du pays des hommes intègres, les 3 États relèvent avoir convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions prises par l'organisation sous-régionale et celle continentale. Celles-ci sont intervenues après les prises de pouvoir successives par des entités de l'armée en 2020, 2021 et 2022. Le Mali et la Guinée avaient en outre été soumis à d'autres sanctions, en partie levées depuis. Soucieux du principe d'équité, ils ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et auto-restriction. Ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Abordant la question de l'impact des dites mesures, les 3 délégations ont relevé que celles-ci touchent des populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, privent la CEDEAO et l'Union africaine de la contribution des 3 pays nécessaires pour relever les défis majeurs. Cette rencontre de Ouagadougou intervient 48 heures après la visite au Mali du ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a en effet promis l'aide de la Russie à la région sahélo-saharienne et même au pays du Golfe de Guinée. Cette annonce fait planer l'ombre d'une fédération à 3, avec comme puissance la Russie, le Mali, le Burkina et la Guinée. Vont-ils franchir le pas de la fédération à 3, une idée à 2, Mali-Burkina Faso, ayant été déjà évoquée par le Premier ministre burkinabé lors de sa visite à Bamako? L'avenir nous le dira. Monsieur, que vous inspire cette actualité dans ces 3 pays frères, ces 3 pays voisins? Docteur Bogassako? Moi, je suis partagé et en même temps, je suis un peu triste de voir que les choses se passent comme cela, parce qu'au fond, il s'agit des rapports des anciennes colonies avec l'ancien colonisateur. La France n'a pas su gérer à la vérité j'allais dire,
pas la libéralisation, mais le rapport entre cette grande France-là et les anciennes colonies, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est que la face visible, mais il y a une question de souveraineté, il y a une question d'autodétermination. Et c'est gênant que ce soit des jeunes militaires qui arrivent à le faire, parce que nos chefs d'État n'ont pas suffisamment eu le courage. Vous vous rappelez, une fois, il y avait eu une scène avec Alpha Condé, le président Alpha Condé, le président Ouattara, lorsque, je crois que c'est le président François Hollande qui était au pouvoir, et puis Alpha Condé disait un nombre de choses en off, et puis après il a dit, oui, mais je l'assume de toute façon. Nos pays ont besoin de s'assumer. Comment la France peut les aider à s'assumer? C'est de cela qu'il est question. C'est pour cela que vous allez voir que ce soit sur cette question, moi je ne blâmerai pas à 100% la façon dont les choses se déroulent, mais je suis triste de savoir que la France n'a pas su gérer les rapports anciens qu'elle a toujours entretenus avec ses anciens. D'accord, ça c'est une lecture. Bon. D'un côté, la CEDEAO estime qu'elle applique des textes que tous les signataires ont signés, et vous le savez, le respect des lois qu'on s'est prescrites et libertés. Et de l'autre côté, on a des pays en période de transition qui estiment que la CEDEAO a allé un peu trop loin et que si la CEDEAO ne revoit pas à la baisse ses sanctions, il menace de quitter la communauté. Quelle est votre analyse? On vous a bien compris, Dr Boga-Sako, évidemment, ça intervient dans un contexte où il y a un désamour quelque peu entre la France et ces pays-là. Mais d'un point de vue de la CEDEAO, est-ce que vous l'entendez de cette oreille-là, Dr Bangali Ngoran? Je pense qu'effectivement, la CEDEAO, sur le dossier malien en tout cas, est allée un peu trop loin. Parce que le genre de sanctions qui ont été appliquées au Mali dépasse les compétences de la CEDEAO dans la mesure où la CEDEAO est allée mobiliser des moyens coercitifs auprès de l'UEMOA et de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se sont mis à la disposition de la CEDEAO pour réduire la circulation de la liquidité monétaire qui a porté un coup difficile à l'économie malienne. Je pense que vu sous cet angle-là, si on avance dans ce sens, c'est comme si finalement, en fait, les États d'Afrique de l'Ouest ne sont pas égaux devant la loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit du Mali, mais imaginons le scénario où ce serait le Ghana, par exemple, qui soit dans cette situation. Et le Ghana a sa banque centrale. Et donc la CEDEAO prendrait des sanctions qui cibleraient les personnalités du régime. Mais dans ce cas de figure-là, la CEDEAO n'aurait pas la latitude de demander à la banque centrale du Ghana des essais, des moyens de rétorsion contre le régime. Alors, si on ne peut pas le faire s'il s'agissait du Ghana et qu'on le fait pour le Mali, il est tout à fait clair que la CEDEAO est un peu allée au-delà de ce que les textes disposent. Et finalement, la conséquence, on la voit aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à braquer ces pays-là contre cette institution. Aujourd'hui, c'est vrai que le Mali et tous les autres pays sont en train d'initier ce que je peux appeler la stratégie des alternatives. Parce que finalement, on a un environnement mondial où on est face à une sorte de retour de la bipolarisation. On considère que la CEDEAO est rattachée à travers son allié français et la plupart des pays de la région au bloc de la communauté internationale, le bloc euro-atlantique, donc le bloc occidental. Mais en face, il y a un bloc des pays de l'ECS, mené notamment par la Russie, et qui draine derrière l'Inde, la Chine et bien d'autres. Et ils se disent tout de suite qu'il y a là l'opportunité de jouer sur cette fracture internationale pour constituer une alternative à la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, ce que ces pays essaient de mettre en place, c'est de créer un cadre qui puisse servir de contrepoids, de sorte que si la CEDEAO n'accède pas à leurs demandes, ils puissent se réorganiser, se redéployer à travers cette organisation pour servir de contrepoids, pour que finalement, ce qui le redoute qui est déjà arrivé au Mali ne puisse pas arriver au Burkina ainsi qu'à la Guinée. Parce que quand vous les écoutez tout de suite, les compétences de cette organisation visent précisément les différents aspects sur lesquels la CEDEAO a joué à travers sa sanction. Ils se mettent ensemble pour gérer l'aspect de leur autonomie énergétique, entre autres, et ils ont accès à la mer en impliquant bien sûr la Guinée, puisqu'au début, l'idée était de mettre ensemble seulement deux pays enclavés, c'est-à-dire le Burkina et le Mali. Ils ont introduit dans cette fédération, finalement, la Guinée pour avoir un débouché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on en a cette situation-là parce que la CEDEAO est allée au-delà de ce qui était acceptable. Et bien sûr, le mérite aujourd'hui, sinon la conséquence, c'est qu'elle a réussi à radicaliser la posture des pays qui ont été victimes.
Arthur Banga, est-ce que vous avez l'impression que la menace sous-entendue de ces 3 pays, telle que formulée à l'endroit de la CEDEAO, peut faire fléchir celle-là? Jamais. Jamais. Parce que la CEDEAO a des textes très clairs. Le premier pays à avoir été sanctionné, c'est la Côte d'Ivoire. En 2011. C'est pas un autre... En 99, même pas en 2011. Oui, en 2011 aussi. Parce que le protocole a été signé, c'est le protocole de la bonne gouvernance de Cotonou. La CEDEAO, depuis 1990, et l'intervention de l'ECOMOG a mis en place un mécanisme de sécurité collective dans lequel tous les peuples d'Afrique de l'Ouest ont délibérément dit que sur notre espace, on ne veut plus de coup d'État. On ne va plus accepter un changement anticonstitutionnel. C'est nous qui avons choisi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et on l'a choisi dans la décennie... On a dit même les questions... Voilà, on l'a choisi dans la décennie 90. Le premier pays qui s'est fait appliquer ça, c'est la Côte d'Ivoire après le coup d'État du 24 décembre 1999. On a été retiré de toutes les instances de la CEDEAO. Mais diantre, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso étaient à la CEDEAO qu'ils ont voté ces sanctions-là. Pourquoi diantre à l'heure on ne va pas appliquer les sanctions? Les sanctions qu'on a tous choisies, on a délibérément choisi. On les applique et on me dit qu'on radicalise des gens. Mais sont sérieux un coup? Voici des gens qui font un coup d'État. Avant le Mali, la CEDEAO n'acceptait même pas que tu t'asseyes. Mais à cause de Goïta, on a laissé diriger. Avant, jusque tous les coups d'État qui sont passés, on demandait qu'un civil, Kafando, Bandao, Diakouda Traoré, c'est sur Goïta qu'on a arrêté ça. Donc c'est avec lui qu'on était gentil. D'ailleurs, quand le Guinéen prend le pouvoir, que la CEDEAO vient le voir, il lui dit quoi? Il lui dit quoi à la CEDEAO? Vous avez laissé Goïta, vous me laissez. Doumbouya, c'est qui leur a dit? C'est la CEDEAO a été même trop gentille avec lui. Quelqu'un prend l'engagement de respecter 18 mois. Au bout de ces 18 mois, il demande 5 ans. Et vous voulez qu'on le regarde? Mais attendez, soyons sérieux un coup, les gars. La CEDEAO ne fait qu'appliquer ces tests. Et elle ne va pas céder au chantage. Ce chantage de parti, il quitte pas. Parce que pour être ensemble, il faut avoir des valeurs communes. Et nous, peuple d'Afrique de l'Ouest, on a choisi comme valeur commune la démocratie. Elle n'est pas parfaite. On doit progresser. Mais il y a un minimum qu'on a déjà acquis, c'est qu'on n'accepte plus les coups d'État. Si quelqu'un ne veut pas être dedans, si il ne veut pas être avec nos valeurs, mais qu'il pas créer la fédération de putschistes, il n'y a pas de problème. En ce moment, on est clair, on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Mais s'ils veulent être dans notre association, dans notre fédération, je ne dis même pas notre fédération, dans notre institution, on a des valeurs que leurs ancêtres ou leurs prédécesseurs ont signées. Ils se doivent de les appliquer. Dans un premier temps. Deuxième chose, au bout d'un moment, soyons responsables. Les mots comme souveraineté, ça me fait rire. Vous voyez des gens qui se trompent. Quel est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est la Chine. Donc on n'est pas souverain. Il faut arrêter ces discours de souveraineté. Quand tu fais personne n'empêche n'importe qui d'être souverain. Chaque pays est souverain, il décide de ce qu'il veut faire. Il faut qu'ils arrêtent les blagues de la souveraineté. Personne n'a entamé la souveraineté de qui. Quand tu prends un engagement avec la CEDEAO, il faut l'appliquer. La CEDEAO ne cédera pas à ce chantage. Elle ne cédera même pas un coup. Juste une question à poser. Oui, allez-y. Oui, la question que je voulais poser à Tubanga. Dans le protocole additionnel là, relatif à la question de la démocratie, la limitation des mandats fait partie. À la CEDEAO là-bas? Mais la limitation des mandats, c'est pas... Je vous réponds, docteur. En fait, la limitation s'il vous plaît, des mandats, Arthur a la parole. la limitation des mandats, là, c'est dans toute notre constitution. Hein. C'est ça. Donc, on a écrit qu'on limite les mandats. Même ceux qui changent, c'est-à-dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, n'a pas changé, on limite toujours les mandats. Le seul truc que la CEDEAO demande, c'est de dire qu'avant, tu ne peux pas changer de constitution avant 6 mois. 6 mois avant les élections. Oui. Voilà, donc c'est que je pose la question. Nos constitutions prévoient comment on les change. Quand tu dis à Alpha Condé, ne change pas de constitution, parce que nous ne le souhaitons pas, nous le disons, il t'a dit, mais j'ai fait un référendum, c'est le peuple qui a choisi. Qu'est-ce que tu lui dis? Je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'explique aux gens. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord comme vous, qu'il n'y ait pas de 3e mandat. Mais les textes sur le 3e mandat de la CEDEAO ne sont pas très forts. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit monter vers des textes? On réfléchit. Les coups d'État, mais de là, non, c'est pas un coup d'État civil. Attendez, s'il vous plaît. Arthur, vous avez terminé, M. Meïté. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Moi, je ne suis pas d'accord avec Boga Sako, je ne suis pas d'accord avec Bangali. C'est ton droit. Oui, c'est mon droit. Mais franchement, on ne peut pas quand même... La France a le dos large. Voici des gens qui s'élèvent, qui chassent les présidents démocratiquement élus. Ils s'installent de façon anticonstitutionnelle au pouvoir. La CEDEAO a des tests, comme Arthur l'a dit tout à l'heure. Les tests ont été appliqués. Les sanctions qui ont été prises à l'encontre du Mali ont été prises en 2011, quand Gbagbo refusait du parti. Ce sont les mêmes sanctions. Mais aujourd'hui, pourquoi ces personnes-là se lèvent,
ils font du chantage à la CEDEAO, ils menacent de quitter la CEDEAO, alors qu'ils sont assis illégalement là au pouvoir. Quand je prends le cas de la Guinée, Doumbia, qu'est-ce qui se passe à Guinée? Il n'y a pas de problème de sécurité. Le monsieur se lève, il renverse le président qui a été démocratiquement élu. Même s'il a modifié la Constitution. Qui a été démocratiquement élu? Alpha Condé. Est-ce qu'il n'a pas été élu? Est-ce qu'il n'y a pas eu un référendum? Tu as vu tout ce qui s'est passé Non, attendez. cette élection-là? Oui, mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas eu un référendum? Non. Il y a eu un référendum, les populations sont prononcées. La CEDEAO ne les respecte pas. Attendez. C'est ça le problème. Alors, docteur Bourgan, on reviendra à vous tout à l'heure. Terminé, on revient. Voici un monsieur, il n'y a rien du tout en Guinée, tout se passe normalement, qui refuse d'organiser des élections. Il s'inscrit plutôt dans une logique de confiscation du pouvoir. Les opposants sont arrêtés, des anciens premiers ministres, des présidents de l'Assemblée nationale. Leurs biens sont confisqués. Il n'y a même pas de liberté. Les associations des droits de l'homme ne peuvent même pas se manifester. Donc, plutôt que d'organiser les élections, pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, ils viennent se regrouper là, ils parlent de fédération. Fédération, ça a existé par le passé. Ça a donné quoi? La fédération du Mali. Ça a été un échec. Donc, tout ça là, c'est du saupoudrage pour pouvoir gagner du temps. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est en train de manigancer tout ça dans le noir pour essayer de gêner l'influence de la France. C'est ça? En Afrique de l'Ouest. Mais la Russie, qu'est-ce que la Russie fait concrètement? Vous avez vu un pays, à part la coopération militaire, c'est-à-dire fournir des armes de guerre, des munitions au pays. La Russie fait quoi en matière de développement? Rien du tout. Donc, franchement, c'est regrettable, cette posture-là de ces personnes-là. Très bien. Landry? J'écoute bien sûr ce débat, là, il passionne. Mais dans tous les cas de figure, il faut apprécier la situation avec beaucoup de calme. C'est librement que les gens rentrent dans la CEDEAO, c'est librement ils peuvent en partir. C'est une première réalité. Deuxième chose, il faut trouver, d'un point de vue politique, un scénario. Ils ont un calendrier à respecter lorsqu'ils décident de se mettre à trois pour former soit une fédération, une nouvelle communauté économique et monétaire militarisée. C'est certainement pour pouvoir s'affranchir du chronogramme de la CEDEAO et lui dire on n'en est plus concerné parce qu'on a autre chose à faire. Ils réussissent, d'un point de vue du discours marketing de panafricanisme, à intéresser, à soulever l'enthousiasme de toutes ces personnes-là qui rêvent à ce discours idéaliste d'avoir une Afrique fédérée, etc. Donc on présente ça en cachant par derrière les véritables réalités de ces États qui sont les problèmes de gouvernance, les problèmes de sécurité, les problèmes de terrorisme, de leur capacité à tenir l'intégrité territoriale de leur pays. Ils réussissent à avoir la Guinée, comme le docteur Bangali le disait, pour avoir le débouché, pour à l'effet de pouvoir se passer un tant soit peu du port d'Abidjan. Mais vous savez, derrière, il y a une puissance, il n'y a pas qu'une puissance, il y a des puissances qui coachent. Parce qu'au final, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est, à défaut d'une fédération ou d'un État fédéral, d'avoir une communauté économique et monétaire. Je ne serais pas étonné que dans quelques semaines, on vous annonce la création d'une monnaie pour eux. Je ne serais pas étonné que dans quelques semaines, ils soient en capacité d'aller plus vite. On peut même dire que ce n'est pas venu comme ça. Non. Ça a été réfléchi et la question des 49 soldats était une sorte d'épouvantail. Parce que derrière, on coach des personnes. Aujourd'hui, quelle est la réaction des peuples de la CEDEAO qui croient en ces valeurs-là? Pour moi, la meilleure réaction, c'est celle-ci. Si on a des personnes, il y a des peuples, il y a des États qui estiment qu'aujourd'hui, ils ne partagent plus la communauté des destins, c'est à nous de prouver que ce en quoi nous croyons, nous pouvons atteindre de meilleures performances en termes de renforcement de la démocratie, en termes de renforcement de la communauté, de la coopération économique et financière. C'est la réponse qu'on peut apporter. Oufouette disait ceci: nous voulons vivre en bonne intelligence et en paix avec nos voisins, quand bien même ceux-ci auraient choisi d'autres régimes politiques. Ils ont choisi autre chose. On ne va pas épiloguer là-dessus. C'est à nous désormais de prouver que notre choix est le bon, parce que nous sommes en concurrence avec personne. Nous avons nos peuples, nous avons nos problèmes auxquels il faut apporter des solutions. Très bien. Kabré Yamba. Je voudrais d'abord qu'on fasse une précision de taille. Dites-nous. Il y a deux parallèles qu'on fait dans le discours qui n'est pas de mon goût. D'abord, chaque fois qu'on parle des questions africaines, soit on trouve un alibi pour dire la Russie est derrière. C'est un Russie qui ne me convient pas. Ça, c'est un point que je veux développer. C'est votre point de vue, on le respecte. Le deuxième point, c'est de dire que la volonté de fédération est un projet de chantage contre la CEDEAO. De mon point de vue, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Pour vous, c'est un autre moyen d'autodétermination, peut-être? M. Ati Bangal a dit la CEDEAO a ses règles.
Et c'est connu de tous que les coups d'État ne sont pas acceptés. Dès qu'il y a un coup d'État, automatiquement, il y a des sanctions et on vous retire de l'institution. Et c'est normal, ça a été fait en 1999 quand le premier coup d'État est intervenu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Mais cette volonté de fédération n'est pas issue des coups d'État. C'est une volonté, c'est une dynamique d'une nouvelle conscience africaine qui... Non, je vais vous le dire. Là, moi, je vais vous expliquer très clairement. Allez-y. Ne dites pas tout de suite que quand on décide d'un changement, c'est automatiquement, ça a été inspiré par une puissance étrangère. Non. La volonté de s'émanciper des Africains est une réalité, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Elle date depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais cette volonté même est partie de l'initiative de la création de l'UA et de la CEDEAO. Cette volonté de l'unité africaine. Si aujourd'hui, il y a des pays qui sont en transition, qui constatent que malgré les efforts, malgré la volonté des uns et des autres, ça n'arrive pas à se concrétiser. Et que par le fait que ces régimes sont venus au pouvoir par la volonté de quoi? De la volonté, parce que ceux qui sont élus au Burkina, le président Roch, il est élu démocratiquement, réélu 2 fois. Il est membre de la CEDEAO. Mais sa population trouve qu'il n'arrive pas à donner... Vous avez fait un sondage. S'il vous plaît, non, je vous monsieur, on n'interrompt pas un intervenant. Moi, je vais vous expliquer. Moi, je vais vous dire très clairement le sentiment des populations africaines aujourd'hui. Monsieur Cabré, est-ce qu'on est bien d'accord qu'il y a des moyens légaux pour mesurer la légitimité ou ce que le peuple veut? Quand des personnes, fussent-elles des millions qui sortent dans les rues, pour demander le départ d'un président, ça ne veut pas dire que tout le pays veut son départ. Non, je suis d'accord. Voilà, donc c'est relatif. On n'a pas de baromètre pour mesurer. On est bien d'accord. C'était cette précision que je voulais faire. Poursuivez. Je suis très d'accord avec ça. Mais quand il y a une situation où un militaire prend le pouvoir, il prend le pouvoir et il est applaudi par la population. Il est applaudi par une partie de la population, d'accord. Voilà. Et il pose des actes qui vont dans l'intérêt de l'émancipation de ce même peuple-là. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On ne peut pas dire... Bon, c'est vous qui le dites. Jamais un président ne fait l'unanimité. Hein. Il n'y a jamais eu un président qui fait... Même quand tu es allé à 99%, tu ne peux pas faire l'unanimité. Donc c'est clair. Pas la majorité. Voilà. Donc un président qui est venu par un coup d'État qui... il n'a aucune légitimité, on est d'accord. Voilà pourquoi ils ont été sanctionnés par la CEDEAO. Terminez votre propos. Mais quand ils arrivent à se mettre à 3 pour dire nous avons envie d'essayer quelque chose d'autre que la CEDEAO ne nous a pas donné, ce n'est pas pour faire un chantage à la CEDEAO. Ils ont leurs arguments, ils ont leurs éléments à eux de prouver que c'est possible. Ce n'est pas une question de la CEDEAO, mais ce n'est pas une question non plus de la Russie. Quand on fait l'élément, on fait un parallèle avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères. Mais ça fait partie Ça n'a rien à voir. Non, Cabré, soyons d'accord. Vous avez le droit de faire votre analyse telle que vous la faites. Mais si d'autres font une analyse en se rappelant que le chef de la diplomatie russe je parle pratiquement de tous les récits. Quand on parle de la situation au Mali, au Burkina, il faut qu'on ait un lien. C'est un traitement universel. Avec la Russie. Ça aurait été le chef de la diplomatie indienne qui serait passé, on l'aurait rappelé. Je ne sais pas pourquoi vous vous offusquez. Il y a une question qui me dit. Très rapidement, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Je vais vous permettre un dernier tour de table. Docteur Bangali, très rapidement. Oui, quand nous disons qu'il y a nécessité que la CEDEAO se remette en cause, c'est une occasion de se remettre en cause, c'est parce que très sincèrement, il a été mentionné ici le fait que la Côte d'Ivoire avait été victime de ce genre de sanctions venant de cette institution et que la Côte d'Ivoire se serait prêtée à cela. Ce qu'on remet en cause, ce n'est pas le protocole qui énumère les sanctions politiques et diplomatiques, mais c'est le fait qu'on mobilise le système monétaire à des buts politiques pour affaiblir, non pas un régime, mais tout un pays. La Côte d'Ivoire même ne l'a pas accepté. On se rappelle que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une posture où elle était obligée de prendre d'autorité le contrôle des succursales de la BCEAO. Donc à l'époque même, la Côte d'Ivoire ne l'a pas accepté. Le Mali aujourd'hui refuse de l'accepter dans les mêmes conditions. Donc je pense que ça ne peut pas servir de jurisprudence finalement. Alors, quand on dit que la CEDEAO doit se remettre en cause et entendre la voix de cette fédération, sinon de cette coalition des nations, c'est parce que quand vous regardez, vous voyez qu'elle a
si vous voulez, des atouts à faire valoir qui donnent l'impression que finalement, elle a les moyens de s'imposer. Elle dispose aujourd'hui d'un port, elle dispose d'un soutien, d'un allié de taille au niveau international. Il y a quand même des indicateurs qui donnent de réaliser que finalement, ce qui s'est construit actuellement entre ces pays, ce n'est pas de la rigolade. Et quand ce n'est pas de la rigolade, si la CEDEAO ne prend pas cela en compte finalement, il y a le risque que ça puisse conduire à l'implosion de cette structure qui a été construite sur des décennies et qui finalement est citée en exemple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion pour la CEDEAO de se remettre en cause. Très bien. Bon, c'est vrai que la CEDEAO doit se remettre en cause, mais les sanctions qui ont été prises, comme on a dit tout à l'heure, ça a été déjà prise par le passé. Il y a eu pire que ça même. On a vu la CEDEAO intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Dans le cas du Mali et du Burkina, de ces pays-là. Il faut le faire pour les djihadistes. Ce n'est que des sanctions économiques et diplomatiques. Maintenant, quand je reviens à la fédération, moi je suis juriste constitutionnaliste, franchement ça n'a aucun sens pour des pays souverainistes. Des pays même qui n'arrivent pas à faire l'unité au sein même de leur population, de leur pays. Il y a une partie des territoires qui sont occupés par des djihadistes qui n'arrivent même pas à étendre leur autorité sur ces parts de territoire-là. C'est quand même curieux. Quand on parle de fédéralisme, ça suppose l'abandon de la souveraineté au profit de l'entité fédérale. Mais vous imaginez le Mali ou le Burkina, des pays souverainistes abandonnent leur souveraineté au profit d'une entité fédérale. On aurait pu comprendre si on parlait de confédération, c'est-à-dire que l'association d'États qui se mettent d'accord, ça ne crée pas de nouvel État. Ça peut être ça aussi. Hein, non, mais il ne faut pas préciser. Non, ils ont dit fédération. Les termes ont le sens en droit. Les termes ont le sens en droit. Quand on dit fédération, ça veut dire fédération. Très bien. Donc là, c'est un peu compliqué. C'est voué à l'échec, à mon avis. Ça ne va rien donner. Tout ça, c'est de la propagande qui se mène pour essayer de se bander les muscles face à la CEDEAO. Je suis bien obligé de vous demander de développer au pas de course, s'il vous plaît, Arthur Banga. Rapidement, je veux dire deux choses. On n'a pas inventé le chantage. Ils ont dit, si nos revendications ne sont pas prises, on va. La volonté est antérieure à la rencontre des ministres. Là, vous prenez votre dernier temps de parole. Hein. Le Premier ministre a intervenu sur la question de la fédération avant la rencontre des ministres des Affaires étrangères. D'accord, très bien. Je reviens à ce que les ministres des Affaires étrangères ont dit. Ils disent, si vous ne faites pas ça, nous, on va faire ceci. Donc, c'est un chantage. Et qu'ils arrêtent de se faire peur. Parce que ce chantage-là ne peut pas influencer la CEDEAO. Parce que pour nous, à la CEDEAO, nous, les peuples de la CEDEAO, la démocratie est une valeur. Et ceux qui ne veulent pas construire sur cette valeur peuvent faire des fédérations où on construit sur la putsch. Il n'y a pas de problème. D'accord, le deuxième point. Il n'y a pas de problème. Le deuxième point que je veux dire, la CEDEAO doit progresser. Même sur les sanctions de coup d'État, elle n'a rien à progresser. Au contraire, elle doit faire ce que ces personnes disent. Elle doit aller maintenant, quand il y a un putsch, renverser le putschiste qui vient sur nous. On vous a bien compris, s'il vous plaît. Sinon, elle peut progresser, mais là, elle fait très bien. On vous a bien compris. Docteur Boga? Oui, moi, je l'avais dit tantôt, tout ce qu'on voit, au fond, c'est une affaire de grande puissance. Moi, je dis, quand on a été colonisé, quand on a colonisé des pays, à un moment donné, vous asseyez avec ces pays-là, puis le combat que vous voyez là, c'est le combat d'une grande majorité de la jeunesse africaine. La question du franc CFA, sur tous les plateaux, on en a débattu. La France, oui, la France ne nous maîtrise pas, etc. Les gens ont été colonisés, ils ont gagné en maturité avec des intellectuels, des cadres. Ils veulent avoir leur monnaie. La France ne peut pas gérer cet aspect-là. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont allés prendre la Russie. Ils défient la France. C'est ce que j'ai résumé tantôt. Moi, je voudrais vous remercier, mais l'Afrique de demain, elle a besoin d'être autonome et de s'assumer. Si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, ce sont nos enfants qui vont le faire. Parce que tout ce que nous, on vit aujourd'hui, regardez un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Moi, en Italie, quand j'ai dit aux gens que l'électricité dans mon pays est gérée par Bouygues, ils disent, mais comment ça? Et l'eau? Vous pensez que ça fait quoi? On a étudié pourquoi? À un moment donné, ces jeunes-là ouvrent la voie. Très bien. C'est d'autres questions qu'on va aborder, évidemment, au fil des débats. Landry? Alors, très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, il n'y a pas de souci, sauf que notre ami ne voudrait pas que l'on évoque le fait que par derrière, il y a une grande puissance qui coach, mais la vérité est que c'est le cas et on ne va pas changer le monde. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Sauf qu'en réalité, on a des personnes qui font avec ce qu'elles ont et elles croient en ce qu'elles font. Elles décident aujourd'hui de trouver une formule, fédération, confédération ou communauté économique et financière. Mais dans tous les cas de figure, il y a une réalité. Et c'est que dans quelques mois, vous verrez qu'il y aura un groupement d'États au cœur de l'Afrique de l'Ouest, piloté par des puissances autres que occidentales, et qui vont donner naissance, qui vont émerger. Il va falloir que les autres États
qui sont restés fidèles à la CEDEAO puissent veiller à ce que, si elles veulent continuer dans cette démarche-là, renforcer les bases institutionnelles et démocratiques afin que leur peuple continue de croire en cet idéal-là. Moi, c'est le message que je tiens à passer. Très bien. Si nous voulons rester dans la logique CEDEAO, travaillons intimement au niveau de chacun de nos États à renforcer nos bases institutionnelles et démocratiques à l'effet de pouvoir maintenir cet idéal qui est le nôtre. Monsieur, les cartons de la semaine, très rapidement. Au pas de charge, chacun a droit à un seul carton, on n'a plus le temps. Docteur Bangali. Carton vert au programme d'adressage des riz. Le des PADA. rues en Côte d'Ivoire qui honore la mémoire en tant qu'historien des anciens personnages. Un ami m'expliquait qu'il a son petit frère qui est né en 2002 et qui ne sait pas actuellement qui est Guillaume Soro, par exemple, qui est son contemporain. Donc, le fait d'habiter une rue Victor Biaka Boda peut exciter la curiosité de ces jeunes-là qui, grâce à Internet, peuvent faire des recherches et puis, voilà, se cultiver à ce niveau. Donc, c'est encouragé. Carton rouge au projet de l'État de Côte d'Ivoire d'installer 2 péages sur le trajet de la route nationale allant de Yamoussoukro à Daloa. Donc finalement, pour partir d'Abidjan à Daloa, dans un sens, on paye 4 péages et si on fait l'aller-retour, ça fait 8 péages. Pour moins de, je dirais, moins de 400 km. C'est absolument extrême, cette forme de parafiscalité. Il faut quand même... voilà, il faut revoir ça. Mon carton rouge s'adresse aux 3 putschistes qui sont en train de inutilement bander les muscles, défier la CEDEAO, alors qu'ils sont parvenus au pouvoir par des moyens antidémocratiques. Je rappelle que le coup d'État au Mali est passible de la peine de mort. Donc quand je vois ces individus en train de menacer la CEDEAO pour avoir pris le pouvoir par les armes, je suis désolé. Il faudrait que la CEDEAO reste toujours ferme. S'il faut, comme Arthur l'a dit, il faut envoyer des forces militaires, chasser les putschistes pour rétablir l'ordre constitutionnel. Arthur Banga. Mon carton vert, c'est à la section campus INSET de la FESI, de la Fédération Institutionnelle Scolaire Côte d'Ivoire. On a beaucoup reproché des choses à la FESI et la dernière fois, ils ont plutôt organisé, ils m'ont invité à animer une conférence sur les sciences humaines et les débouchés pour ces étudiants. Je pense que c'est encouragé et donc je vais féliciter le général du campus INSET et toute la direction de la FESI pour ces initiatives en leur demandant de continuer dans cette façon de faire qui va redorer sans tout l'image et le blason de cette organisation estudiantine. Très bien. Cabré Yawa. D'abord, carton vert pour l'initiative. Il n'y a pas d'abord, c'est le seul. Oui, donc, carton vert pour l'initiative de Ouagadougou qui tend à rapprocher les 3 pays en situation de transition pour renforcer leur collaboration, leur coopération, mutualiser les idées, les énergies pour tendre vers une zone économique, politique, digne et libre en Afrique pour inspirer les autres entités. Très bien. Landry. Il y avait le droit à un petit carton rouge. Bon, très rapidement, 10 secondes. Carton rouge pour la CEDEAO qui, pendant 10 ans, n'a contribué aucunement à la sécurisation et à la lutte contre le terrorisme au Mali et au Burkina. C'est un nouveau débat que vous allez ouvrir. Après, on se demande si la CEDEAO, c'est la vocation de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on refera le débat. Aujourd'hui, a la grande gueule pour condamner. D'accord. Landry Couillon, on passe à vous rapidement. Alors, bon, carton vert. Carton vert pour la cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. C'est vrai que je crois que les hommes politiques font de la politique, mais il faut pouvoir toujours donner un carton vert à l'effet d'encourager ces 3 grands pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de ce qui a été entamé pour l'intérêt national. Et puis j'ai un carton jaune. Un carton jaune que j'adresse à l'administration territoriale. Vous savez, en matière d'installation de chefs du village, il y a énormément de conflits. Un peu trop de conflits. Or, le village, d'un point de vue constitutionnel, c'est la cellule de base de notre société. Et les troubles, la dégradation de la qualité de vie commence là-bas. Il est important que l'on puisse régler définitivement la question, à charge même de pouvoir créer une commission nationale indépendante qui aidera bien sûr à l'installation de ces chefs-là, d'autant plus que tout dépend de cela. D'accord. Même la bonne gouvernance commence par là. Docteur Boga. Un grand carton vert. Un grand, oui, d'accord. Un grand carton vert à tous les membres de la FIDOP, ma structure, la fondation
internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Avant, c'était Fondation ivoirienne. Je leur dis grand merci parce que vous savez que j'ai connu un certain nombre de problèmes avec 9 de mes amis que j'ai perdus, des amis vraiment très sûrs. Mais aujourd'hui, tout le reste des membres m'ont fait confiance. Et depuis le 2 février 2023, on a une nouvelle FIDOP parce que l'ancienne n'avait plus de documents. L'administration avait perdu tous les documents à cause de la guerre et je ne pouvais plus postuler pour des nouveaux partenariats étrangers pour avoir les moyens. Donc, tous ces membres-là sont mis ensemble. Je voulais vraiment leur dire un grand merci. Voilà, tous les membres de la FIDOP, merci et vive les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Carton vert à vous, Kabré Yambal, André Couillot, Dr Bogassako, Dr Bangali Ngoran, Maître Youssouf Meïté, Dr Arthur Banga. Carton vert à tous nos téléspectateurs, internautes, à tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir pris part à cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.